Alors, encore une grosse tralée cette semaine autour de la table. Je salue nos réguliers. D'abord, Godefroy Lorando et Hélène Faradji, bonjour. Bonjour. C'est le retour de Jasmine Legendre, notre chroniqueuse anxieuse. Bonjour, Jasmine. On retrouve également Julie-Pierre Nadeau, chercheuse à la chaire Raoul Dandurand. Quand ça brasse aux États-Unis, on appelle Julie-Pierre et elle se pointe. Bonjour, Julie-Pierre. Bonjour. On retrouve également le journaliste Boris Proulx, qu'on n'avait pas entendu depuis notre épisode à Gatineau. Ça va bien? Allô, Fred, très bien. Vous avez réussi à sortir des inondations? Oui. Ouais. Et on accueille un nouveau chroniqueur. C'est encore un laboratoire, cette balado. On repousse les limites du nombre de personnes qu'on peut accueillir autour d'une table. Sonny Carpentier, bonjour. Bonjour, Fred. Merci d'être là, Ben, grand de plaisir. vous lancer dans cette expérience. De toute façon, on va reparler de vous tantôt parce que vous n'êtes pas un vrai nouveau. Là. Non. Vous travaillez dans l'ombre depuis le début. Et évidemment, je salue notre invité de la semaine. Aussi, on explore l'idée d'avoir des humoristes à cette balado. Guillaume Wagner, merci d'être là. Salut, ça va bien? Merci vraiment beaucoup. Ouais. On va parler de ton spectacle. Ben, votre spectacle, oui, on se vous voit ici. Ah ouais, OK. Ouais, C'est bon, je vais plus m'ajuster. simple. Ouais, voilà. Alors, on va parler de votre spectacle et de votre balado. Vous êtes un baladiste, Ben vous oui, aussi. c'est Je suis en vrai. train Ouais. d'essayer d'imposer ce thème baladiste. Alors voilà, on est prêt pour ce 13e épisode de la balado de Fred Savard. Ah oui, grosse tablée, encore une fois. Semaine étrange, je dois le dire, pour ma part. Très étrange, en fait. J'ai eu de la misère à me concentrer, à travailler. J'ai lu American Psycho. J'en ai parlé sur les médias sociaux. Hey, je suis désolé, le livre est sorti en 91. Roman de Bret Easton Ellis, que je n'avais pas lu. Je suis passé à côté en 91. Faut dire qu'en 91, moi, j'ai été allé voir Nirvana au Faux-Fond électrique. Alors, j'ai été sous le choc toute l'année. J'ai presque pas lu cette année-là. J'étais comme un peu en transe. Incroyable roman qui serait probablement interdit de publication aujourd'hui, puisque le personnage est raciste et misogyne. Il est surtout anthropophage, mais ça, je pense que ça passe aujourd'hui pour la gauche, être anthropophage. Le problème de manger son prochain, c'est pas grave, tant que c'est bio-équitable. Bon, évidemment, cette semaine aussi, ça a été une semaine étrange. On l'a bien vu sur les médias sociaux avec tout ce qui se passe avec le droit à l'avortement aux États-Unis. Et c'est pour ça, Julie-Pierre Nadeau, qu'on vous a invité. Ça va bien, Julie-Pierre? Oui, ça va bien. C'était essentiel que vous soyez là. On n'a presque pas parlé la semaine passée parce que je disais, attendez, notre spécialiste, notre chercheur à la chaire Raoul Dandurand va venir vous en parler. Ce sera votre sujet un peu plus tard. Vous avez passé une belle semaine, sinon, Julie-Pierre? Oui, mais moi, c'était pas le comble de mes préoccupations. Ah non? J'ai aussi suivi la situation entre l'Iran et les États-Unis, Oui. qui n'est pas sans rappeler l'escalade et tout l'argument qu'il y a eu autour de la guerre en Irak en 2003. Donc, on suit ça en ce moment. Ouais. L'Iran qui s'est à son tour retiré de l'accord sur le nucléaire. Ouais. Donc, pas d'escalade pour le moment, mais on sent que les conseillers du président font pression pour qu'il se passe quelque chose. Oui, alors c'est une époque... parfois, on dit que c'est une époque formidable dans laquelle on vit, puis des fois, non. Jasmine Legendre, vous qui êtes anxieuse, c'est Maxime Bernier, je crois, cette semaine, qui vous a rendu un petit peu anxieuse. Maxime Bernier et un de ses candidats, Oui. Ken Pereira, qui Oui. tiennent aussi des positions anti-avortement. Mais c'est incroyable, ça, ce retour de se vouloir ouvrir ce débat-là. Aux États-Unis, ça nous étonne pas tant que... Ben oui et non, là, on va en parler tantôt, mais ici même... Puis on se rend compte que toute la cause complète depuis des années, finalement, n'est pas si avancée que ça. C'est ça qui me fait un peu angoisser. J'ai peur pour mes droits, même au Canada, parce que finalement, les frontières, c'est peut-être plus ténu que ce qu'on pense. Oui, tout à fait. D'ailleurs, selon moi, Maxime Bernier est la preuve que le droit à l'avortement est essentiel parce que si on interdit l'avortement, les chances d'avoir plus de Maxime Bernier dans le futur sont extrêmement grandes. Et ça, je pense qu'il ne faut pas niaiser avec ça. Cela dit, ça risque d'être assez divertissant de suivre la prochaine campagne fédérale avec l'arrivée de Ken Pereira au Parti populaire. D'ailleurs, sur le site Urbania, vous irez voir, on va mettre les liens. Je sais qu'on a été un petit peu lousse sur les liens quand on parle de mettre des liens. Ouais. Mais c'est beaucoup de travail. Au mais nombre de liens que vous dites par Je le émission, sais, mais- c'est très difficile à suivre. Mais on va le faire. Cet été, on va faire que ça. On va envoyer des liens. Mais sur le site d'Urbania, il y avait une recension cette semaine des positions de Ken Pereira sur une foule de sujets. Discours anti-avortement, position floue sur la vaccination, climato-sceptique. Et à la balado de Fred Savard, nous avons aussi fait une autre recension de Ken Pereira et nous estimons que si Pereira versait $1 dans un pot maçon chaque fois qu'il fait une faute de français sur Twitter, la dette du Québec serait effacée en moins d'une semaine. Ouais. Vous avez passé une belle semaine, Boris Proulx? Très bien. Ça paraît que vous... Oui, allez-y. Ben, vous qui êtes baladiste, je Oui. me demande, êtes-vous tanné ou en tout cas fatigué de voir tous ces statuts Facebook qui demandent, avez-vous des recommandations Ben, de tanné. balado, je Oui. pars en voyage? On a beaucoup de nos auditeurs qui font ce genre de posts sur Facebook parce que je pense que les gens s'intéressent
à ce grand océan qui est le monde de la balado? Justement, tant qu'à être sur la balado, aussi bien plugger mon projet personnel parce que... Oui, j'ai vu ça cette semaine. Avec un collègue, on parle souvent de balado, on se parle de nos découvertes de balado presque à chaque jour. Donc, on s'est dit aussi bien s'enregistrer, se mettre un micro, comme ça va répondre aux gens là, qui se demandent quel balado écouter. Il y en a tellement que c'est important d'avoir des guides, des passeurs comme vous, Boris, qui allaient nous orienter sur ce qu'on doit écouter. C'est François Larivière, un gars de technique avec qui je travaille, je vais le dire quand même. Et donc, ça s'appelle Le Petit Guide de la balado. On parle de nos découvertes et on a des interviews avec des gens du milieu à partir de la capitale du podcast, Gatineau. Gatineau, donc, la capitale mondiale du podcast. Alors, on va mettre le lien éventuellement sur la page Facebook. Godefroy Laurando! Coucou! Je ne l'ai pas dit la semaine dernière, mais vous savez, les gens l'ignorent peut-être, vous êtes le petit-fils d'André Laurando. Oui, c'était... Mais les gens rient de ça, mais c'est vrai. Mais je comprends pas, parce moi, que je me semble que c'est très important, mais de le rappeler à chaque fois. Moi, ça fait bien rire. Mais je pense qu'on pourrait ouvrir un nouveau livre. C'est « Je suis aussi le petit-fils de Joseph Dorion ». Oui. Qui est peut-être un peu moins connu. Est-ce qu'il a déjà tenu une commission sur le bilinguisme? Non, mais il a tenu une quincaillerie à Oakville et à Toronto, je crois. C'est un peu du bilinguisme. Oui. Il a fini sa vie, il s'appelait Joe Dorion. Ah, bon, il a fini sa vie. Joe Dorion. Il est né Joseph et il a terminé Joe. Oui, un peu comme nous tous. Vous allez me parler de quoi plus tard, Godefroy Laurando? Ah, je vais vous parler de science, mais surtout d'Elon Musk et de ses grands projets. En ce moment, il y a une fusée qui se réchauffe, qui va s'envoler ce soir. Et je vais vous en parler un peu, ce soir jeudi. Vous savez que j'ai pensé à vous cette semaine, Godefroy, avec cette étude sur la congestion à Québec, vous qui aimez tant les faits. Beaucoup. Je ne sais pas si vous avez vu ça, les résultats de l'enquête Origine-Destination réalisée en 2017 dans la région de Québec par le ministère des Transports et qui démontre que la hausse de la congestion automobile vient surtout de la couronne nord de la région de Québec et non pas de la Rive-Sud. Alors là, c'est un petit peu fourrant pour ceux qui voulaient un troisième lien vers Lévis. C'est sûr qu'une grosse dose de faits, c'est toujours un peu fatigant pour eux. C'est fatigant. On s'enfarge dans les faits. Et là, il y a des sources du gouvernement qui m'indiquent, on a des sources un peu partout, que le ministère du Transport n'a pas abandonné l'idée d'offrir un pont neuf aux électeurs de Québec, parce que ça, c'est payant électoralement, un pont neuf, surtout à Québec. Ça leur permet de croire qu'ils sont une grande ville. Et là, le gouvernement songerait à creuser une rivière sur la couronne nord pour, après ça, construire un pont qui enjamberait cette rivière-là. Donc, on aurait absolument besoin d'un troisième lien, mais on le déplacerait. Et en plus, on pourrait construire des tours à condos sur des zones inondables, parce qu'on sait que sur le plan urbanistique, la construction en zone inondable, c'est en hausse au Québec. Je ne sais pas si vous avez vu aussi à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, ils vont reconstruire... En tout cas. Je compléterai avec un nouveau concept. Vous connaissez la géothermie, mais là, il y aura l'hydrothermie. L'hydrothermie. On va se chauffer à même les marais autour. Exactement. Sonny Carpentier, nouvelle recrue à la balado de Fred Savard. Et là, c'est ça que je disais tantôt, recrue plus ou moins vrai, parce Plus que ou moins. vous êtes le brain trust de cette balado. Vous êtes l'imminence grise. C'est vous qui êtes derrière, entre autres, l'identité visuelle de la balado. Et je dois le dire, Sonny, c'est un des premiers qui m'a écrit pour me dire « Fred, j'ai envie d'embarquer dans ton projet. » Je ne le connaissais pas du tout. Non. Moi, je connais personne en bas de 25 ans. Il le regrette. En fait, je refuse beaucoup d'en parler. Non, je ne regrette pas du tout. Mais là, vous aviez une certaine expérience en radio. Et là vous m'avez dit « j'aimerais ça. » Bon, et j'ai dit « c'est un laboratoire. Alors, vous allez vous lancer. Mais vous avez fait de la radio avant un petit peu. J'ai fait de la radio avant. J'ai commencé, j'avais 16 ans à la radio quand même. Ah, mon Dieu. Au Témiscamingue, parce que je viens de région, il faut le souligner. Oui. Donc, c'est quelque chose que j'aurai beaucoup à cœur, en fait, quand je serai de passage. Et le Témiscamingue, il paraît que c'est très beau. Je vais y C'est aller. magnifique. J'y vais cet été. Je suis jamais allé. Je suis allé 2 fois en Abitibi. Faut quand même faire un petit crochet pour aller à... Oui, puis le Témiscamingue, c'est pas du tout l'Abitibi. Ah, ben non. Dans ce que vous allez voir et ressentir aussi, parce que Il paraît qu'il y a des l'Abitibi... fruits au Témiscamingue, alors qu'il n'y en a pas en Abitibi. Il y a des fruits. Mais c'est ça, c'est déjà... C'est énorme. magnifique. Hey. Mais oui, j'ai assisté au balbutiement de ce projet-là. Si vous en êtes le père, j'en suis la gardienne. Je serais pas allé jusque-là, Pour rester mais- politiquement correct. Ouais, ben merci d'être là. Avec grand Vous plaisir. avez passé une belle semaine, Sonny? Oui, j'ai passé une belle semaine, mais j'ai été traumatisé par tout ce qui se passait en Alabama, Mais pour comme vrai, c'est- tout le monde. oui. J'en parlerai pas d'avortement parce que clairement, je suis pas la bonne personne en tant qu'homme pour en discuter. Mais il y a autre chose. En fait, la semaine passée, le 17 mai, c'est la journée internationale contre l'homophobie Oui. et la transphobie. Oui. Et alors que l'Alabama, on pensait pas qu'il pouvait nous décevoir davantage, ben c'est arrivé. Parce que dans un réseau de télévision publique de l'Alabama, ils ont interdit la diffusion d'une émission pour enfants qui s'appelle Arthur. Ah, ben oui. C'était la 22e saison, le premier épisode. Et oui, déjà, hein, ça passe si vite. Et ils ont retiré le premier épisode parce qu'on pouvait assister à un mariage entre 2 personnages de même sexe. Ah, ouais. Et ils ont dit, et je cite, le réseau de télévision a expliqué qu'ils ne pouvaient pas garantir que les enfants allaient regarder l'épisode, ils allaient être supervisés.
Parce que clairement, c'est quelque chose qu'il faut être supervisé, il faut expliquer ce genre de choses-là très dramatiques. Tout d'abord, 2 choses. Là, je voudrais dire que c'est pas en étant témoin d'homosexualité qu'on devient homosexuel. Non, c'est vrai ça. Petit rappel, 2019 quand même. Pas toujours. Bah, en même temps, qu'est-ce que j'en sais? Et deuxième chose, bien, c'est des personnages de fiction. Hein? Donc, ça, le côté absurde, ce sont 2 rats qui se sont mariés. C'est peut-être ça qui dérangeait. Mais c'est peut-être ça qui traumatise nos jeunes enfants. C'est la bestialité. C'est ça qui C'est rend... la bestialité. Oui, voilà. Ce qui veut dire que Mme Coucou de Passe-Partout, n'ira pas prendre ses vacances en Donc l'Alabama, pas très fort quand même. Ben, vous allez nous parler de tourisme. Je vais vous décourager. Vous allez nous culpabiliser. Ben, parce que moi, je veux partager ça. Je vis pas ça tout seul, cette culpabilité-là. Donc, je vais faire sentir tout le monde très mal. C'est très bien. Guillaume Wagner, merci d'être là. Merci de m'inviter. Première fois qu'on reçoit un humoriste. Ah ouais, OK. Et là, les gens, je vous arrête tout de suite. Non, Jean-François Lisée est venu à la balado, mais ne compte pas comme un humoriste. Ben, c'est un essai. Je ne sais pas si je vais inviter beaucoup d'humoristes. C'est une balado sur l'actualité, donc forcément, le bassin d'humoristes qui traite d'actualité est plutôt restreint. Je suis allé voir votre spectacle. J'ai beaucoup aimé. De toute façon, je vais vous dire, j'ai d'autres raisons pourquoi je vous ai invité. Et aussi parce que vous avez une balado. Ben aussi, oui, je suis dans la gang maintenant. Ouais. Avant nous, même. Vous avez une trentaine d'épisodes. Ouais, j'ai lancé ça en septembre 2018. Et oui, j'ai toujours écouté des balados, j'ai toujours été un fan. Puis je pense que il y en a de plus en plus au Québec. Et j'avais envie de me lancer là-dedans. Moi, c'est libre, c'est le fun. Ouais. On va en parler. J'ai même un extrait. Les gens vont pouvoir avoir une meilleure idée de ce que vous faites. Hélène Faradji, je termine avec vous parce que vous avez l'air d'avoir le cœur gros, Hélène, cette semaine. Évidemment, l'Alabama. Il y a aussi le Texas hein, dans le jeu qui est intéressant, qui propose de peut-être recourir à la peine de mort pour les femmes qui voudraient avorter. Oui. C'est d'une logique confondante. Mais sinon, il y a Jean Baudin qui a disparu aussi à l'âge de 80 ans, samedi dernier. 2 grands films quand même à retenir, Being at Home with Claude et J.A. Martin, photographe. Puis c'est toujours triste, un monument du cinéma québécois qui s'en va. Et donc, pour me... Là, on en a un à Cannes, il paraît, là, un monument du cinéma québécois. Ouais, mais il est tout jeune encore. Hein, il n'est pas parti encore. Non. On sentait qu'il y avait d'autres j'ai rien à rajouter là-dessus. Mais je me suis dit que pour me consoler, j'allais vous parler de rire. Oui. On va parler de rire pour plein de raisons, en plus de me consoler. D'abord, Guillaume Wagner est notre invité. Oui. Ça tombait sous le sens. Oui. Samedi, on va savoir qui va gagner la Palme d'Or 2019. Et à moins que Tarantino fasse aussi bien que ce que la presse en dit, moi je peux vous garantir qu'il y aura 0 gramme de LOL dans la Palme d'Or 2019. Et le 2 juin prochain, c'est le gala des Iris. Gala durant lequel on va pouvoir vérifier. Ça, les Iris? C'est le gala pour récompenser le meilleur du cinéma québécois. Ah, c'est les anciens Jutras. Non. On le dit pas. Non, on veut le dire. Bon, d'accord. Je pense qu'il y a du recul maintenant. On a du recul par rapport à tout ça. On va surtout vérifier la théorie durant cette soirée-là qui veut que durant la saison des récompenses, les comédies coulent à pic. Parce que vous savez que 1991 de Ricardo Troggi est le film qui a le plus de nominations, mais on va voir s'il est capable de repartir avec le trophée du meilleur film. Tout ça, tous ces événements-là, moi, ça me donne une tempête parfaite pour se demander pourquoi, mais ô grand Dieu, pourquoi la comédie n'est pas prise au sérieux dans le merveilleux monde de la culture. Si on y pense, tout le monde aime rire. Hein? Quand une œuvre nous fait rire, on est content, on est très heureux, mais on est toujours là avec ce sentiment que c'est pas sérieux. C'est l'idée reçue, c'est pas crédible le rire, c'est juste un réflexe physiologique, c'est facile, c'est léger, ça en appelle au plus bas instinct, c'est pas nourrissant pour l'esprit, c'est pas estimable. Et c'est pas moi qui le dis parce que ce préjugé-là, il est inscrit il nous est vissé profond dans le crâne depuis toujours et on en a régulièrement des preuves. Je vous en ai sorti quelques-unes. San Antonio, Frédéric Dard, auteur de 175 romans dans lesquels il a réinventé la langue française de façon extraordinaire, n'a jamais eu de reconnaissance autre que celle d'être considéré comme un romancier de gare. Les Monty Python, jamais rien eu. Jordan Peele, qui est le nouveau héros de la comédie d'horreur américaine avec des films comme Us ou Get Out, rien du tout. Blake Edwards, un des plus grands scénaristes et réalisateurs américains de comédie, il a eu une nomination aux Oscars comme scénariste pour Victoria, alors que juste avec Le Parti, on aurait dû lui donner les clés d'Hollywood. Tous ces hommes-là n'ont jamais rien gagné en étant drôles. La Palme d'Or, j'y reviens, elle a été donnée 3 fois dans l'histoire, alors que c'est la 72e... 3 fois à des comédies? À des comédies, alors que c'est la 72e édition. Donc les 3, c'est Le Knack et Comment l'avoir de Richard Lester en 65,
C'est Messieurs Dames de Pietro Germi en 66 et MASH de Robert Altman en 70. Ouais. Ça fait pas beaucoup. Je pourrais rajouter The Square de Ruben Östlund qui est sorti en 2017, mais c'est tellement bête et méchant que j'avais pas envie de souiller ma belle liste, donc je le compte pas. C'est la même chose pour les acteurs, les actrices. Melissa McCarthy, actrice hilarante qui a une présence physique formidable. Elle est nommée aux Oscars pour Can You Ever Forgive Me, qui est un film dans lequel elle fait pleurer en jouant une faussaire littéraire. C'est le théorème de Chao Pantin. Chao Pantin, film dramatique dans lequel Coluche avait réussi à gagner son César du meilleur acteur, mais qu'on n'avait jamais reconnu comme un acteur sérieux avant ça, parce que c'était un comique. Et ils le font tous, les acteurs. Au bout d'un moment, ceux qui se spécialisent dans la comédie finissent par vouloir prouver qu'ils sont des vrais acteurs et vont donc chercher un rôle sérieux. Steve Carell, Jim Carrey, Serge Thériault dans Gaspard Blues, Whoopi Goldberg, Sarah Silverman. Mais Serge Thériault a toujours... c'est parce qu'il avait... Oui, il était dans Ding et Dong, mais en tant que comédien, il a toujours quand même joué des rôles plutôt sérieux. Mais le moment où on le reconnaît vraiment, c'est le moment où il joue dans Gaspard Blues, par exemple. Ouais. C'est compliqué l'humour en fait. Même Molière disait c'est une étrange entreprise que celle de faire rire les honnêtes gens. Étrange parce que c'est un paradoxe. L'humour c'est un bienfait pour l'humanité. Il y a un nombre d'études incalculables sur à quel point le rire est bon pour la santé. Mais en même temps, c'est parfaitement déconsidéré dans notre société. Hélène, je fais juste une pause parce qu'on a un spécialiste de l'humour. Guillaume Bernard, qu'est-ce que vous pensez de ça? Mais je suis d'accord avec ça. Puis je trouve ça assez étonnant parce qu'on s'entend que les premières grandes œuvres au cinéma, c'est de l'humour. Charlie Chaplin, Buster Keaton, ça, c'est des chefs-d'œuvre. Puis après ça, ça n'a jamais été... Mais il y a le train arrivant en gare, ça, c'était pas drôle. Non, c'était pas très drôle. C'était semi-drôle. Est-ce que vous sentez, en tant qu'humoriste... Ben, c'est pas la même chose. Je veux dire, moi, je baigne pas dans le milieu du cinéma. J'ai l'impression qu'il y a ça aussi quand même. T'sais, moi, mon ami Adib Al-Khalidé, qui s'est lancé un peu là-dedans, me dit qu'il l'a senti. Ben, c'est sûr. Une espèce de « OK, toi, tu fais de l'humour. » Fait que nous, on fait... C'est pas sérieux. Ouais, c'est ça. Ça fait pas sérieux quand c'est extrêmement compliqué. Ouais. C'est un peu comme les jongleurs, les mimes. C'est pas considéré comme de la vraie culture, la comédie. Ben là, les mimes. Ben, et ça en est pareil. Ben, le mime Marceau, quand même. Ah, vous voyez? Oui. Qui est le seul qu'on connaît. Nommez-en un autre. Qui pouvait mimer n'importe quoi, sauf la modestie. Il y a aussi l'autre qui parlait pas. Un autre exemple aussi, c'est les Golden Globes. Les Golden Globes, où on a cette règle absurde où on distingue les prix qu'on remet aux comédies et aux drames, comme si les deux n'étaient pas de la même valeur. Alors, après ça, on ne s'étonnera pas que parmi les stand-up, on retrouve les plus grands dépressifs au monde. C'est un peu normal, l'un ne va pas sans l'autre. Ce qui est paradoxal, ce qui est bizarre, c'est qu'aujourd'hui, les comiques sont partout. Ils ont leur podcast, évidemment. Ils sont dans les médias. Ils sont au générique des blockbusters. Il n'y a pas une web-série qui débarque sans son atout comique. Et pourtant, même s'ils sont là dans notre face constamment, depuis quand une comédie n'a pas vraiment été un phénomène culturel mondial ? Les derniers qu'on a eus, c'est quoi? C'est Avengers et c'est Game of Thrones. Qui ne sont pas franchement des trucs très drôles, à moins que vous considériez que laisser traîner une bouteille d'eau dans un décor médiéval, ce soit une blague de choix. Le médiéval, moi, ça me fait toujours rire. On n'est pas tant que ça dans ma gang. Alors, bon, ce mépris généralisé, je le mentionne, mais tout le monde le sait, c'est probablement encore pire pour les femmes, parce qu'elles partent avec 2 prises. Donc, 1, l'humour, c'est pas sérieux, et 2, une femme drôle. C'est contre nature, pour citer Alain Delon. Pourtant, tout le monde aime rire. Même les Nord-Coréens. C'est vrai que c'est agréable, rire. Mais c'est agréable. On sous-estime le pouvoir libérateur du rire. Les Nord-Coréens, par exemple, il y a des comiques, il y a des stand-up en Corée du Nord. Bon, c'est pas tout à fait idéal parce que si vous faites une blague qui déplaît, vous pouvez être envoyé dans les mines de charbon. Je vous ai sorti un article, on mettra le lien. Il est déjà là, je pense. Il est déjà là dans Jezebel en 2013 sur la dure vie des comiques nord-coréens. Mais au moins, c'est la preuve qu'ils existent. Le rire, c'est universel. On le partage tous depuis la naissance. Tout le monde sait comment ça marche. Ça demande aucune compétence particulière. Pour rire? Pour rire. Pas pour faire rire? Non, pour rire. J'ai eu peur. Pour rire, pour recevoir le rire. Faut être juste et honnête, le temps peut aider en culture parce que si sur le moment l'auteur comique reste un peu la 12e roue du carrosse, longtemps après sa mort, souvent on va accepter qu'il entre au Panthéon. Vous le disiez, Molière, Charlie Chaplin, Buster Keaton, Woody Allen, ça va prendre quelques années. Ça va prendre quelques années. Mais on les considère aujourd'hui comme des auteurs essentiels de notre culture, peu importe qu'ils aient été comiques ou pas. En fait, le rire mérite qu'on reconnaisse ses vertus parce que
c'est un processus cathartique hyper puissant par lequel on peut exposer toutes sortes de souffrances, d'angoisses, de problèmes divers et variés. Jasmine, je vous invite à rire, ça va vous aider dans votre processus contre l'anxiété. Non, mais je prends par exemple le succès récemment de la série à Radio-Canada, Lâcher prise. Oui. C'est une comédie sur le burn-out et ça fonctionne très bien. Us, de Jordan Peele, c'était un peu la même chose. On exorcise par le rire la peur de voir les États-Unis se transformer en grande fête de suprémacistes blancs. Par contre, Us, vous le verrez toujours catégorisé comme un film d'horreur, jamais comme une comédie, alors que les deux sont à peu près à part égale. Si on se rappelle de notre petit Brecht illustré, c'est le principe de la distanciation qui est à l'œuvre dans le rire. C'est un relâchement qui permet un soulagement. Si je prends l'exemple de nos angoisses utérines du moment, là, qu'on est plusieurs à partager, bon, vous avez deux choix. Soit vous regardez La Servante écarlate. 3e saison qui arrive d'ailleurs début juin. Il n'y a pas meilleur teaser que la situation politique en ce moment. Vous êtes terrifié parce que ça vous met le nez dedans. Mais vous pouvez décider de regarder la comédie Obvious Child, qui est absolument charmante, réalisée par Gillian Robespierre avec Jenny Slate, qui raconte l'histoire d'une jeune stand-up qui tombe enceinte après un one night, et qui évidemment va se poser la question de l'avortement. Mais qu'est-ce que ça fait quand vous regardez ça? Ça met l'angoisse à distance, en riant, et ça vous permet de re-respirer à nouveau, ce qui n'est pas si mal. La comédie, en fait, ça permet d'aborder beaucoup de choses qui restent refoulées, qui restent cachées. Et quand c'est fait avec talent, ça permet même d'être révolutionnaire, carrément. Ça libère une parole, c'est porté souvent par l'idée d'une revanche sur les puissants, contre l'ordre établi, contre les différentes oppressions. Oui, une joke de pète, ça fera toujours rire, mais on peut aller plus loin que ça. La comédie qui mérite qu'on se batte pour qu'elle devienne un joyau de notre patrimoine culturel, c'est celle qui suscite la réflexion, qui s'approche presque de la philosophie, qui provoque un changement d'attitude. C'est par exemple pour ça qu'on aurait bien besoin d'une grande comédie écologiste. Oui. Ça pourrait aider. Alors, j'ai donc eu envie qu'on se demande pourquoi c'est pas pris au sérieux, puisque c'est si bénéfique, puisque c'est si important. Je crois qu'il y a 3 réponses. D'abord parce que ça fait vendre. Beaucoup. Les spectacles, les films, la littérature... Il y a un tabou, pas un tabou, mais il y aurait on regarde de haut les films qui vendent beaucoup tout le temps, dans le fond, un petit peu. Entre autres, mais ce que ça fait, c'est que plus ça met des vedettes de l'humour de l'avant, plus ça fait vendre, plus on a de chances de faire vendre. Et c'est un peu comme le McDo, c'est le cercle vicieux, c'est-à-dire que on veut de plus en plus vendre, donc on met de plus en plus d'humour et on nivelle cet humour par le bas pour essayer de faire rire le plus grand monde. Donc souvent, on se repose sur les gags physiques. Ouais. C'est ce qui va être utilisé le plus souvent. Et le McDo coûte drôle aussi. Le McDo peut être très drôle. C'est ça. Pas pour les employés, par exemple. Si je prends l'exemple de La mort de Staline de Armando Iannucci, qui est un auteur comique absolument génial, ça a fait 0 de box-office. Parce que c'est pas tout à fait ce qui permet de vendre. La deuxième raison, à mon avis, c'est parce que les auteurs comiques font pas nécessairement l'effort de vouloir faire plus que divertir. Souvent, ils vont reculer plutôt que sauter et ils vont vouloir rentabiliser leur nom, leur popularité, leur charisme de gens drôles, plutôt que de se mettre au service d'une écriture comique qui attaquerait plutôt que réconforterait. Pour une Lise Dion, combien il y a de Ricky Gervais? C'est aussi simple que ça. Et puis, la 3e cause, je crois, c'est que ceux qui peuvent légitimer l'art, qui donnent de la valeur artistique aux choses, c'est-à-dire les critiques, ne savent pas nécessairement écrire sur la comédie. Il y a des grandes analyses universitaires sur Billy Wilder, Ernst Lubitsch, même Judd Apatow, mais de la critique au jour le jour, il n'y en a presque pas parce que c'est hyper difficile. Comment vous voulez expliquer que quelque chose est drôle ? C'est drôle parce que c'est drôle. Et donc, on ne peut pas le faire passer par l'espèce de processus qui légitime, qui en fait une œuvre culturelle. Alors, si la comédie n'arrive pas à être prise au sérieux comme une forme d'art respectée, respectable, c'est un peu la faute de tout le monde. C'est les créateurs, c'est les diffuseurs et c'est les récepteurs. Tout le monde doit y mettre du sien, je pense, pour que les comédies restent et marquent, parce que c'est important. C'est plus qu'important, on en a besoin. Et je vous ai même inventé un nouveau dicton pour remplacer l'atroce dicton « femme qui rit à moitié dans son lit », qui est terrible et que je ne veux plus jamais entendre. Peuple qui rit à moitié en route vers la démocratie. Ah, merci Hélène Faradji. Plaisir. C'est une belle réflexion.
Hélène. Et là, on va rester sur la route de la démocratie, mais avec Boris Proulx. Vous allez nous montrer que cette route au Canada est parfois coûteuse. Vous allez me parler de quelque chose qui n'a pas un gros écho au Québec, je pense. Oui, et pourtant, c'est une immense histoire au Canada anglais. J'ai nommé Mark Norman, ou l'abandon de la poursuite contre le vice-amiral Mark Norman. Vous avez vu ça passer, n'est-ce pas? C'était il y a 2 semaines à peu près. Parce que, oui, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, il y avait un procès à Ottawa. On n'entendait pas beaucoup parler ici au Québec. C'était en fait l'enquête préliminaire de Mark Norman, donc numéro 1 de la Marine canadienne, numéro 2 de toute l'armée, qui était accusé d'abus de confiance. On lui reprochait d'avoir donné des informations aux médias et au chantier maritime Davie à Lévis sur un important contre-navire. Et je me suis dit que si j'en parlais pas à la balado, Fred, je pense que personne allait en parler ici. Donc, voilà, faisons l'exercice. Au moment de m'asseoir pour écrire ma chronique, je vous avoue que j'ai trouvé ça un peu indigeste comme sujet. Ça semble aride, mais ça ne l'est pas tant que ça quand on s'y penche. J'aurais pu faire comme les panélistes qu'on voit à la télévision qui disent ce sera un coup dur pour les libéraux de Justin Trudeau lors des prochaines élections fédérales. Mais non, faisons pas ça. On est en balado ici. Oui. On est là pour essayer des choses. Allons ailleurs. Donc, parce que je veux rendre le sujet un peu plus up la vie pour essayer un minimum d'avoir la chance d'obtenir l'attention des gens ici. Mais il y a de l'alcool ici. Il y a des gens dissipés, Boris. Ne vous arrêtez pas à ça. Je vais vous présenter un certain nombre de fun facts sur ce nouveau scandale fédéral. J'ai nommé l'affaire Mark Norman. On est prêt? Premier fun fact. Je suis allé voir ce qui a été écrit là-dessus et dans Le Devoir, il y a eu 4 articles écrits sur l'affaire Mark Norman en 2019. 4. Pourtant, c'est le journal le plus politique du Québec, je crois. Là, le National Post de Toronto. Vous êtes prêts? Une centaine d'articles. Articles, chroniques, là, tout ça mélangé. Il faut dire qu'ils suivent cette affaire-là depuis le jour 1, là, mais quand même, toute une différence de couverture. C'est un sujet donc beaucoup plus important en anglais, aussi beaucoup mieux suivi dans le milieu conservateur. Pourtant, ça devrait nous toucher ici. Davie, le chantier maritime Davie, c'est à Lévis. Moi, je viens de Lévis, Fred, saviez-vous? Premier fun fact, le chantier maritime de Davie est construit sur la terre de mon ancêtre Jean Guillet à Lauzon. C'est pas des blagues. C'est vrai que c'est un fun fact. La source, c'est mon grand-père Yves. Sachant ça, vous êtes peut-être dit que j'allais être au courant du moindre détail de la stratégie navale canadienne. Ben, vous auriez tort, Fred. Ça m'est passé 100 pieds au-dessus de la tête, comme à peu près tout le monde que je connais. Jusqu'à temps que j'écrive un article là-dessus, parce que, fun fact, je suis allé le voir au tribunal, Mark Norman. Ben voyons! Ben oui, dans une journée d'audience en enquête préliminaire à Ottawa l'an dernier, parce que j'écrivais dans les journaux. C'est votre métier, vous êtes journaliste. C'est mon métier et je l'ai vu, je l'ai même pris en photo. Je me suis fait avertir parce qu'en Ontario, on n'a pas le droit de prendre des photos dans le couloir du tribunal, sachez-le. Et je l'ai pris à la dure. Au Québec, on a le droit? Oui, il y a cette section réservée aux médias dans le couloir de la salle d'audience, bien sûr. Et j'ai relu ce que j'avais écrit à l'époque et je trouve que ça manquait un peu de chair autour de l'os. Et c'est ce qui manque dans presque tous les articles, en tout cas en français, là-dessus. D'où ça part, ça, le problème? Et je suis allé à la lecture pour savoir la genèse de tout ça, le point de départ. Pourquoi un vice-amiral, un numéro 2 de l'armée canadienne, et c'est de ça qu'on l'a accusé, aurait été tellement en beau fusil contre le gouvernement Trudeau qu'il aurait passé des informations comme ça, un chantier maritime, à des journalistes. La genèse de cette affaire-là, et j'ai émergé de mes lectures avec la réponse suivante. Fun fact, tout ça part d'un incendie sur un bateau. On est à Hawaï, en 2014, un bateau canadien, le NCSM Protecteur, qui passe au feu. C'est un navire ravitailleur canadien, le dernier encore bon, qui était construit en 1969. C'est pas un traversier? C'est un ravitailleur. Okay. Donc, bref, à partir de ce moment-là, nos ravitailleurs, nos bateaux canadiens se ramassaient sans ravitailleurs. Ils avaient besoin désormais d'appeler pour chaque plein le ravitailleur d'un autre pays allié. C'est comme s'il fallait appeler quelqu'un d'autre de la balado pour remplir votre Vespa, Fred, à chaque fois. Vous trouveriez ça un peu lourd. Avec l'essence super. Et en 2015, italienne. Qui annonce que le NCSM, en français, protecteur, allait à la ferraille? Eh bien, nul autre que le vice-amiral Mark Norman, qui commande maintenant une flotte avec exactement 0 navire ravitailleur. Donc, un peu dans le trouble. Là, vous vous dites peut-être, facile de construire un bateau, ça fait quoi, 5 ans de ça? On aurait dû peut-être en construire plein de bateaux depuis cette époque. Ça serait mal connaître la stratégie nationale de construction navale du Canada, qui vise ce qu'on pourrait appeler une dérape. Là, je n'entrerai pas dans les détails parce que c'est un peu long, mais en gros, nos navires sont vraiment vieux, 36 ans d'âge moyen. En temps normal, un bateau, ça dure quoi, 20, 30 ans? Bref, il est vraiment venu le temps de les remplacer. Mais quand on a passé les contrats, on est en 2011, le chantier Davie à Lévis, qui est le plus gros chantier au Canada, il est en faillite. Donc, à ce moment-là, le gros des contrats
là, pour l'Atlantique est allé au chantier Irving en Nouvelle-Écosse. Oui. Irving, c'était le gouvernement de Stephen Harper qui était au pouvoir Stephen à l'époque. Harper, 2011, oui. Irving, une petite entreprise familiale, Fred. Hein? Une compagnie qui contrôle à peu près tout en Atlantique. Oui. C'est une parenthèse, mais le Courrier international a publié en avril là, un texte d'Alain Deneau intitulé « La famille Irving, un féodalisme canadien ». C'est incroyable, non? Oui. Allez lire ça, ils ont tout. Mais là, je m'écarte. C'est le temps d'un nouveau fun fact, vous aviez oublié. Hein? Depuis que le chantier maritime de Davie est relancé, il existe l'Association des fournisseurs du chantier Davie. Et cette association-là est sur YouTube. Et elle n'est pas très contente qu'on ait choisi de faire construire presque tous les bateaux de guerre en Nouvelle-Écosse au lieu d'au Québec. Elle produit des vidéos pour carrément bitcher le chantier maritime Irving. On peut écouter. Quand le directeur parlementaire du budget s'est rendu compte que 4 chantiers navals allemands parmi les meilleurs au monde ont travaillé ensemble pendant 5 ans pour construire un navire selon le même design, il a vite compris qu'il serait impossible de faire construire des navires de soutien interarmés dans un chantier dont l'expérience était limitée à de petits remorqueurs. C'est un peu comme assembler une voiture dans une usine à vélo. On peut y arriver, mais ça va être cher, long et pénible. Et c'est ce qui est arrivé. L'Association des fournisseurs du chantier Davie qui se tâche un peu lousse. Oui, qui se tâche un peu lousse sur Irving. On n'est pas dans la bienveillance ici. Mais en gros, ce qu'on reproche à Irving, c'est d'être trop cher, de ne pas avoir d'expérience, de ne pas livrer selon les échéanciers. Bref, de juste être pas bon. Oui. Par exemple, depuis que les contrats sont accordés, là, ça fait 7 ans, Irving a réussi à livrer exactement, vous êtes prêts? 0 bateau. Oh! 0, pas aucun. Bref. Ils ont fait patate. Ça part bien, hein? Entre-temps, les bateaux canadiens sont sans navire de ravitaillement. Le temps passe. 2015, on est en année électorale. Stephen Harper, il doit se faire élire, surtout dans la région de Québec. Et il se dit que les navires ravitailleurs commandés seront peut-être jamais prêts. Mais la marine en a vraiment, vraiment besoin d'urgence. Donc, il décide de passer tout de suite une entente avec Davie pour faire adapter un porte-conteneur qui deviendrait là, tout de suite un navire de ravitailleur de secours. Finalement, pour notre marine, ça coûte un peu moins de 700 millions de dollars. Davie achète un porte-conteneur, l'amène à Lévis, se prépare à le transformer en bateau militaire. Et tout ça là, avant que Irving, évidemment, réussisse à construire son tout premier bateau, je le rappelle. Et là, Irving s'était mis dans la tête de tout faire pour empêcher que le gouvernement aille jusqu'au bout avec cette entente-là pour le navire de secours. Et c'était possible parce que le premier ministre avait encore besoin d'approuver ce contrat-là. Ouais. Et là, on est à peu près au moment de l'élection de 2015. On connaît le résultat. Justin Trudeau a été élu par les Canadiens et un député, entre autres, dans son équipe, qui est devenu ministre très important et qui vient justement à côté de chez les Irving. J'ai nommé Scott Bryson. Ah, ça tombe bien. Et oui, et là, le nouveau gouvernement, justement, se met à se demander en secret, bien sûr, entre eux, on a-tu vraiment besoin de ça si rapidement, un navire ravitailleur? C'est pas si pire, appeler pour se faire ravitailler. Et c'est là que, bang, novembre 2015, la CBC rapporte que le deal avec Davie pour un bateau ravitailleur par intérim est compromis. Le nouveau gouvernement Trudeau se prépare à payer subtilement les 89 millions de dollars en pénalité pour prendre le temps de regarder si on peut laisser la marine sans ravitailleur encore un peu plus longtemps. Et cet article-là avait des sources. Et là, Justin Trudeau entre dans une furie sans nom. Ça a été révélé la semaine dernière dans Globe and Mail. Il veut absolument savoir qui l'a dit. Ouais. Ça rappelle un peu l'UPAC, c'est-à-dire qu'au lieu de courir après les vrais criminels, on met des ressources d'enquête pour trouver qui fait couler l'information. Et souvent, quand l'information coule, c'est qu'il y a quelque chose qui sent mauvais. Les informateurs sont pas là pour... C'est pas des narcissiques, là. C'est souvent des gens qui ont au contraire un souci du bien commun. Et c'est pas mal là que commence le scandale, parce que selon Globe, le premier ministre aurait commandé lui-même son enquête à la GRC. C'est ça. Il aurait même dit aux journalistes là, que ça allait se ramasser devant les tribunaux Mark Norman, le chef de la marine. Comment il savait ça? Mystère. Non, c'est incroyable. Surtout que la GRC n'a jamais rencontré le vice-amiral Norman pour avoir sa version des faits. Tout ça, là, même si le gouvernement, finalement, il a décidé d'aller de l'avant, de le commander, son bateau. Et fun fact, le bateau, il s'appelle Astérix. Il a été livré dans les délais en décembre 2017. Il ravitaille présentement, mais ça fait rien. Mark Norman est accusé d'abus de confiance pour avoir été à la source de la fuite d'informations. Pour sa défense, il embauche une avocate, Marie Hennen. Fun fact, c'est l'avocate de Giant Ghomeshi, donc le célèbre animateur déchu. Oui. Et écoutez, qui la défense veut faire venir au procès? Le ministre Scott Bryson, l'ex-bras droit de Justin Trudeau, Gerald Butts, l'ex-greffier du conseil privé, Michael Vernick. Là, j'ai mentionné tous ces noms-là, assis, je pense, sur ce tabouret dans ma chronique sur l'affaire SNC-Lavalin dans le 2e épisode de votre balado, Fred. Il y a beaucoup de points communs. Fun fact, ils ont tous démissionné depuis. Oui. Donc, on s'entend que ce qu'ils avaient à dire sur pourquoi est-ce que le gouvernement a tant hésité à construire un nouveau ravitailleur à Lévis en plein quand Irving s'est plein. Ce sera un petit peu embarrassant, surtout que le procès allait arriver en plein campagne électorale, là, cet été maintenant. Tout à fait. Finalement, il n'y aura jamais lieu ce procès-là. Il y a 2 semaines, on annonce que l'accusation d'abus de confiance contre Mark Norman tombe.
On précise qu'il n'y aurait eu aucune ingérence politique dans les décisions, soit de déposer ou d'annuler, de retirer les accusations. Mais le moins qu'on peut se dire, c'est que ça a semé, encore une fois, un petit doute. Je dis encore une fois parce que c'était ça qui était reproché pour l'affaire SNC-Lavalin. Et vous l'avez dit, là, cette semaine, Patrick Lagacé écrit d'ailleurs une très bonne synthèse de l'affaire et dit que l'affaire Norman rappelle effectivement la job de bras de l'UPAC sur la personne de Guy Ouellet. Ah oui, mais c'est oui. Et je le cite, il dit « Au fédéral comme au provincial, la police est inquiétante d'impunité ces jours-ci. » Et je me suis demandé si c'était pour ça qu'on en avait peut-être un peu moins parlé au Québec. C'est drôle, là, mais ça se peut-tu qu'on soit un petit peu plus habitué aux affaires politico-judiciaires, qu'on ait un peu développé une forme de résistance, là, que ça prend un petit peu plus pour nous impressionner, nous les Québécois. C'est un not so fun fact. Ben, merci beaucoup, Boris Proulx, vraiment, de ce rappel. C'est un sujet pointu un peu, mais ça démontre comment les autorités policières sont de mèche avec le politique, chose qui devrait être absolument impossible d'avoir une étanchéité. Puis Guy Ouellet, rappelons-nous, il a été arrêté. On avait dit qu'il allait avoir des accusations, il n'y en aura pas, et ça brise les carrières. Puis ça rappelle Godefroy aussi, ce lanceur d'alerte Louis Robert. agronome, oui, exactement. Et c'est vraiment inquiétant parce que les lanceurs d'alerte, c'est le dernier rempart avant, là, je dirais pas le fascisme, mais avec un certain totalitarisme dans la façon de gérer la police et les enquêtes. Et c'est vraiment inquiétant. Merci beaucoup, Boris. Et là, je me tourne vers Guillaume Wagner. Ça fait longtemps que vous n'avez pas entendu. Donc, merci d'être là encore une fois. Je l'ai dit tantôt. Je suis pas sûr que je vais en avoir beaucoup d'humoristes, mais là... Ça fait que là, je suis comme le cobaye, là, c'est de ce que je comprends. Mais, je suis mieux du carré. On a un rapport particulier. On va le dire, j'ai été votre professeur, ça fait longtemps que je vous connais. Dans une ancienne vie, j'étais désagréable. Pas très bon prof, je pense. Pas très bon élève. J'étais pas un bon élève non vous plus. étiez un bon élève. Non, mais pas vous vraiment. aviez de l'attitude. J'ai toujours eu de l'attitude. Ben, J'ai moi toujours aussi, eu ça. je suis prof, je vais pas se poser. Ouais, c'est parce que j'ai enseigné 2 ans à l'École de l'humour et une des années, vous étiez là. Ouais. Et vous sortiez évidemment énormément du lot. Le talent, c'était évident, puis je l'avais déjà vu à l'époque. J'aime beaucoup votre parcours aussi, je dois le dire. Là, vous présentez votre 3e spectacle solo, Du cœur au ventre. Ouais. Comment ça se passe jusqu'à présent? Ça se passe très bien. Ouais, la réception est bonne. J'ai eu que des bonnes critiques. Ben oui, je suis pas habitué avec ça. Moi, je disais que tout le monde avait l'air Est-ce que c'est les unanime. meilleures critiques que vous avez eues à date de vos 3 spectacles? Ouais, de loin. Ouais. Je pense que j'ai peaufiné mon style aussi, mais je pense que les gens sont un peu plus habitués à mon style. C'est plus facile à cerner maintenant avec les années. Ouais. Quand je dis que j'aime votre parcours, c'est que j'aime bien votre côté irrévérencieux, celui qui ne joue pas dans la game du star system québécois. D'ailleurs, vous en parlez dans votre spectacle du narcissisme de ce milieu-là. Et là, peut-être faire un petit rappel. Tout ça part, je pense, de l'histoire Martin Matt, on peut le dire un peu. Tu veux dire que j'ai écrit ça dans le spectacle? Ben, c'est que j'ai toujours eu ça en moi. Oui, tout à fait. Mais vous vous sentez exclu. Vous avez dit... Vous revenez sur ces événements-là sans le dire un peu. En tout cas, moi, je l'ai senti en tant que spectateur. Ouais. Et ça vous avait aliéné un peu le milieu. Ouais, ça, c'est sûr. Mais je me suis jamais senti exclu. Tu sais, je veux dire, j'ai une grande part de responsabilité là-dedans. Je me suis toujours senti comme un peu comme le loup dans la bergerie, en fait. Là. Puis j'ai pas aucun problème avec ça. C'est comme... J'ai toujours l'impression comme, OK, vous m'avez laissé rentrer, mais vous auriez peut-être pas dû. mais il y a pas un peu pas de sabotage là-dedans, mais on sait qu'en faisant ça... Il y a un peu d'autodestruction dans ce que je fais quand même. Il y a quelque chose d'assez kamikaze où j'ai toujours... j'ai de la misère à pas y aller. Moi, quand je le vois, quand je vois des choses que je trouve épouvantables dans ce milieu-là, je suis pas celui qui va fermer sa gueule pour avoir une job plus tard. Et vous avez l'impression que est-ce que ça a un impact sur votre carrière? Oui, ça a un impact. Ça a un impact, 100%. Puis je veux dire... On a des exemples, là. Non, je peux pas nommer, genre, exactement où que j'ai été barré, mais je suis barré à des endroits. Mais on là, le sent, ça. Hein, oui, on le sent. On le sent. Mais c'est pas grave, parce que c'est souvent pas des endroits où j'aurais voulu travailler de toute manière. Puis moi, j'ai toujours fait du stand-up parce qu'on est libre sur scène, on peut faire ce qu'on veut, on peut dire ce qu'on veut. En faisant des balados aussi, on est libre, on n'est pas regardé par des avocats. Oui, mais ça prend des revenus aussi. Oui, ça prend des revenus. Ça va, oui, un humoriste, c'est ça. C'est une des voies où tu peux être complètement libre encore. Et je compte utiliser cette voie-là. Tu sais, si je suis libre, puis j'essaie de plaire à tout le monde, ça donne rien. Tu sais. Votre personnage scénique, moi j'ai vu 2 spectacles. Le premier, je l'ai pas vu, j'ai vu l'avant-dernier, j'ai vu celui-là, le dernier spectacle. Et vous avez dit, votre style s'est peaufiné. On sent aussi qu'il y a une ligne directrice sur le plan de l'écriture, alors que le 2e spectacle, entre autres, on ratissait large. Vous jongliez avec des grenades un petit peu. Oui, c'est ça. C'est me regarder jongler avec des grenades. Il va-tu n'échapper ou il n'échappe? Oh, il n'échappe tout le temps. Alors que là, on sent quand même qu'il y a un certain fil conducteur. Cela dit, votre personnage est très, très cynique. Oui. Et moi, c'est drôle, en tant que spectateur, je me demandais jusqu'à quel point ça rejoint ce que vous êtes dans la réalité.
Mais moi, je considère qu'un personnage scénique, c'est toujours nous fois 10. Ouais. Donc, oui, je suis ça dans la réalité, mais beaucoup moindre. Là. Ça serait Surtout un peu lourd, avec honnêtement. l'arrivée d'un enfant. Oui, c'est ça. On peut pas être cynique avec un enfant. Je pense que non. C'est Cela assez... dit, dans les articles qu'on a lus, que j'ai lus avant d'aller voir votre spectacle, j'avais l'impression que la paternité allait prendre plus de place dans le spectacle. Ça, c'est... souvent, les médias, c'est comme ça. Ils décident d'une ligne directrice. Là, la paternité vous a changé. Pas tant, mais peut-être un peu si vous voulez. Ah oui, ça fait que c'est ça le titre, finalement. T'sais. Fait que oui et non. C'est sûr qu'il a fallu que j'en parle parce que ça faisait partie de ma vie. C'était partie intégrante. Vous en parlez un petit peu, mais... Au début, un peu, juste pour pas m'en débarrasser. Mais c'est presque sorti. Non, mais c'était un peu... Moi, je trouvais que c'était une belle intro aussi. Parce que c'est plus grand public. C'est attendrissant. C'est attendrissant. Puis, je trouvais que ça allait bien avec mon sujet aussi. Ouais. Mais le cynisme, à un moment donné, c'est parce que moi aussi, dans une certaine incarnation de mon métier, j'étais très cynique aussi à la soirée, entre autres, quand je faisais des éditoriaux. Sauf qu'à un moment donné, jusqu'à quel point on peut continuer longtemps dans le cynisme? Avez-vous l'impression que... Êtes-vous pris un peu avec ce personnage-là? Oui et non. Mais tu sais, dans ce spectacle-là, j'ai essayé un peu de sortir de ça aussi. Ouais. À la fin du spectacle, j'essaie de... C'est pas des solutions, parce que j'ai pas la prétention d'avoir des solutions à quoi que ce soit, mais j'essaie de donner des pistes de petites rébellions. J'essaie d'être un peu plus positif, de terminer sur un message un peu plus humaniste, ouvert. Ouais. Mais on s'entend, c'est un petit 10 minutes à la fin. Et tout le reste, des fois, peut être un peu... Mais je joue avec ça aussi. Des fois, je vais trop loin là-dedans, puis je l'accuse, le fait que je suis extrêmement cynique, mais c'est difficile de pas l'être, le gang. Je vous écoute depuis tantôt, là. On réouvre le débat de l'avortement, toute l'espèce de débat sur la laïcité, puis tout ça. Moi, des fois, je suis OK. Sauf qu'il y a une différence. Non, mais moi, je vois une différence entre le cynisme et l'indignation. C'est-à-dire que je pense que c'est important de conserver sa capacité de s'indigner, mais le cynisme, à un moment donné, quand il prend trop de place, c'est qu'on fait rien. Quand on est cynique, là, on n'est pas dans l'action. On critique tout est de la merde. Moi, en tout cas, j'ai une réflexion beaucoup par rapport à ça dans mon travail. D'essayer de me détacher de ça, le cynisme, et d'aller... où aller après ça, c'est une autre question. Mais je trouve que le cynisme, il y a quelque chose de destructeur là-dedans. Mais moi, j'aime beaucoup le cynisme dans la racine du cynisme. Là. Diogène, moi, j'adore Diogène. Moi, je trouve ça un beau cynisme, ça, où les gens, ils se prennent au sérieux, ils ont leurs concepts, leurs idées, leurs théories, et lui arrive... c'est souvent des blagues aussi, là, Diogène, là, puis il vient détruire ça. Puis il était dans l'espèce de simplicité volontaire, dans essayer d'être dans la pureté de son être, dans une recherche aussi. Fait que je pense que le cynisme, il faut qu'il soit actif et non passif. Quand il est passif, là, on est tous morts. C'est ça, on fait plus rien. Dans votre spectacle, il y a quelques thèmes qui sont abordés. Vous êtes très dur envers la génération, votre génération, les milléniaux. Ça, j'avoue que j'aimais ça. Par rapport aussi à leur relation avec les médias sociaux. Et il y a le mouvement MeToo également qui vous a inspiré. Une bonne partie de votre spectacle. Et là, au devoir, vous disiez, vous parliez de votre spectacle, je leur dis aux gars, vous pouvez être autre chose que des robots virils, vous avez plus de potentiel que ça, vous avez le droit d'avoir plus que 2 émotions. Et là, vous développez dans votre spectacle cette idée du viking intérieur. Parlez-nous un peu de cette idée-là qui est très intéressante. En fait, c'est que moi, je sais que mon style d'humour s'appelait beaucoup à des gars-gars. Puis là, je veux pas utiliser le mot douchebag, mais bon, il est sorti quand même. Mais non, mais tu sais, c'est pas un mot pour moi qui veut dire grand-chose de toute manière, mais c'est ça, je plais à des gars-gars, puis tu sais, j'ai un humour assez vulgaire, viril, entre guillemets. Puis je sais qu'ils m'écoutent, ces gars-là, puis je me suis dit comme, tu sais, souvent, c'est ces gars-là qui sont problématiques, puis ils m'écoutent, puis ils me respectent, entre guillemets, fait que ça serait peut-être le fun que je leur passe un message qui sont pas obligés d'être ça, parce que c'est emprisonnant, là, être ça, être une espèce d'idée de virilité, de masculinité toxique, t'as pas le droit d'avoir de sensibilité, t'as pas le droit d'exprimer tes émotions et tout ça. T'es pas obligé d'être ça, puis en fait, je le sais que t'es pas heureux là-dedans, fait que tu peux être qui tu veux, en fait. C'est vraiment intéressant. Hélène? Je me demandais, est-ce qu'il y a une part de frustration à savoir que c'est votre public? Non, moi, ça a toujours été un but. Pour vrai. Moi, j'ai jamais eu envie de parler à des gens comme moi, en fait, un peu plus de gauche, un peu plus informés. Tout ça. Moi, je sais qu'un spectacle d'humour, là, surtout au Québec, tu t'en vas en région. Tu vas le jouer en région. Et moi, c'est ça mon public. C'est ces gens-là que je rencontre, puis j'ai envie de parler à ces gens-là. Fait que c'est pour ça qu'il y a toujours de la vulgarité. Il y a toujours... intéressant. Il y a quelque chose de courageux, d'une certaine façon, parce qu'il y a un certain risque de s'aliéner
Ou en tout cas de rebuter un peu ce public-là. J'ai jamais voulu prêcher aux convertis, puis je sais qu'on me l'a beaucoup reproché, mais j'ai toujours eu la démarche inverse d'essayer de justement là, d'aller comment on va chercher ces gens-là avec des sujets qui, à la base, sont pas d'accord. Puis ça qui est fort de l'humour, c'est qu'avec un rire, tu peux créer un consensus. Là, bon, il est pas long, là, mais pendant une joke, tout le monde est de ton bord. Même s'ils sont pas d'accord avec ton opinion, ils sont quand même, ils vivent un moment commun, puis ça peut, il y a peut-être des graines qui peuvent germer. Mais ça, oui, en même temps, vous parlez de cette capacité-là du rire, mais vous avez aussi, et je me réfère au même article dans Le Devoir, où vous avez lancé une autre phrase très intéressante. On est bons, les humoristes, pour enlever de l'impact à un sujet grave. Ouais. Là, vous parliez de l'affaire Roson. Ouais. Peut-être nous mettre en contexte un peu... vous parliez d'un gala, en fait. Moi, j'avais fait un gala à un moment donné, puis je veux dire, ces histoires-là circulaient sur Gilbert Rozon, mais je veux dire, on n'avait pas de preuves non plus, mais en même temps, c'est des affaires qu'on entendait, tu sais. Oui. Puis on m'avait présenté dans un gala Juste pour rire, je faisais tous les galas Juste pour rire cette année-là, j'étais partout, puis... Avant d'être persona non grata dans le milieu. Genre. Puis on m'avait présenté en disant comme on sait pas avec qui. Il a probablement couché avec Gilbert pour être sur tous les gars-là. Puis j'avais fait une blague, j'avais improvisé. J'avais dit tu sais, il a essayé, mais tu sais, il m'a fait des attouchements. Mais bon, il m'a donné un 100 000 en dessous de la table, puis c'est réglé parce qu'il y avait des rumeurs de ça. Puis là, je me trouvais bien drôle, bien punk, bien edgy. Puis là, après ça, j'ai repensé. Je me disais, mais pourquoi j'ai fait ça? Puis lui, il a trouvé ça drôle. Là. Lui, il est en coulisses, c'est quand même très drôle. Puis là, j'ai fait, OK. Tu sais, ça peut être extrêmement irresponsable, des fois, des jokes comme ça, où là, tout le monde, tout d'un coup, rit d'un truc qu'on connaît. Manoir Rouville-Campbell, OK, on sait de quoi tu parles, puis tout ça. Puis ça peut vraiment amoindrir des sujets qui sont extrêmement graves. Et c'est des réflexions que j'ai souvent, ouais. C'est vraiment intéressant, Guillaume Wagner, cette réflexion-là. On va aller écouter un extrait. Et là, j'ai demandé à votre équipe de production un extrait du spectacle actuel. Il n'y en a pas. On n'est pas tête. Il n'y en a pas. C'est correct. On va mettre les liens sur la page Facebook. Non, j'ai quand même un extrait. Je veux quand même que les gens, parce que vous n'êtes pas non plus le plus connu des humoristes encore. Moi, je m'en rends compte, malheureusement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah oui, tu vois, Guillaume, j'ai jamais vu son spectacle. » Alors, j'ai pensé, j'ai un extrait de l'autre spectacle où vous étiez un visionnaire d'une certaine façon, et ça donne une idée du ton de l'humour de Guillaume Wagner. C'est un article sur Michael Jackson dans lequel il disait combien d'argent que Michael Jackson avait donné à un enfant pour pas qu'il le poursuive en cours. Sais-tu combien d'argent que Michael Jackson a donné à juste un kid pour pas qu'il le poursuive en cours? 23 millions. 23 millions! C'est plus que ce que je pensais. C'est un gros montant, quand même, 23 millions. Parce qu'un enfant, il fait faire des souliers, c'est quoi? 15 cents $, un doigt des faufounes, 23 millions. Il y a une différence, quand même. Il y a un gap, là, t'sais. Oh, ça fait un fret. OK, ça fait un fret. Oui. Non, mais je comprends pourquoi ça fait un fret. Et j'ai réalisé aussi récemment que ça faisait un fret aussi parce que tout le monde est au courant de ça. C'est pas le 23 millions, mais tout le monde était au courant que Michael Jackson a des problèmes avec les enfants et il n'y a personne qui a rien fait. Hein? Il n'y a personne qui a boycotté Michael Jackson. Et la raison est très simple, c'est que c'est impossible c'était en 2015. Ouais. Mais il y avait déjà... C'était basé sur des articles que j'avais lus. Il avait payé en dessous de la table. C'est ça, c'était 22-23 millions. Et vous sentiez déjà à l'époque dans la salle... Oui, puis même encore aujourd'hui, ça me fascine. Pareil, moi, je l'ai vu, le documentaire, puis après ça, tu vas voir sur Internet, les réseaux sociaux, les gens, non. Moi, je l'aime. Ouais, c'est ça, c'est assez fascinant quand même. Puis je pense que ça peut bien décrire mon humour, ce genre d'affaires-là. Mais j'aime jouer dans les malaises. On a un point commun aussi. Vous avez choisi la balado comme mode d'expression, à part la scène. Le déclic s'est fait où? Vous l'avez dit un peu en intro de tantôt, là, mais... En fait, c'est que je trouve que l'humour, c'est extrêmement démagogique quand même. T'sais, on n'a pas le choix de faire de la démagogie quand on fait de l'humour. On fait des exagérations, on fait des liens boiteux. Je veux dire, c'est pas nuancé. Mais moi, j'aime ça faire ça. J'aime ça faire des spectacles. C'est pas nuancé. C'est souvent très... c'est carré, c'est tranché. Mais je suis pas nécessairement de même dans la vie. T'sais. Moi, j'aime ça discuter, j'aime ça échanger, j'aime ça faire rebondir les idées. Fait que je voulais explorer un côté plus nuancé de ma personnalité, rencontrer des gens que je trouve intéressants, que je trouve qu'on n'entend pas assez. Fait que c'était vraiment ça. C'était de la curiosité. Et là, vous avez une trentaine d'épisodes. Ouais. Et là, vous avez rencontré, il y a des humoristes, il y a des gens comme Mathieu Bellil qui est venu la semaine dernière, que vous avez rencontré, l'essayiste. Julie Posca aussi, qui a fait un essai aussi sur les possédants, et Alain Deneau également, que vous avez reçu. Je trouve ça intéressant. On va aller écouter un extrait. J'ai préparé un extrait pour qu'on donne une idée, parce que c'est un autre style de balado que ce qui se pratique ici. Alain Deneau, bienvenue à mon podcast. C'est vraiment un honneur pour moi de vous recevoir. En fait, on peut se tutoyer. C'est un honneur de te recevoir. Moi, je suis un peu nerveux, en fait. Moi, recevoir Céline Dion, je serais comme même pas nerveux, mais
Toi, ça m'énerve quand même un peu. En fait, ce serait ça ma première question. Je lui ai demandé de participer à mon podcast, puis vous avez accepté tout de suite. Puis je me suis dit, j'étais surpris parce que j'ai réalisé que finalement, vous, en fait, toi, tu vas dans... Je vous ai vu au Souverain, l'émission Les Souverains avec les détenus. Vous allez à toutes sortes de plateformes assez diverses, marginales finalement même. Là. Est-ce que c'est un devoir que vous vous donnez? C'est drôle, je me pose pas tout à fait la question, mais s'il s'agit de rattacher ça à une problématique, j'aime beaucoup chez Antonio Gramsci. Alors, ici, on a réglé le problème, on vous voit. J'ai eu bien de la misère à tutoyer, Alain Deneau. C'est systématique. Non, je comprends, mais c'est systématique. Je trouve ça vraiment intéressant, moi, j'invite les gens à aller voir. C'est disponible sur toutes les plateformes? Ouais, c'est sur YouTube, c'est sur iTunes, c'est sur Spotify. Et ce sont de longues balados. Là. Ça dépasse souvent 2 heures. Ouais, non, mais j'ai réalisé que... en fait, moi, c'est ça que j'écoute aussi beaucoup. Là. Moi, j'écoute les Joe Rogan, Mark Maron, j'aime bien Chris Hardwick, puis tout ça, c'est quand même assez long, ces balados-là. Quoi qu'il y ait du montage dans plusieurs de ces balados-là. Mais ouais, moi, j'aime ça quand c'est long. Puis j'ai réalisé que les gens aiment beaucoup ça quand c'est... Tu le fais reprocher des fois, c'est pas assez long ton affaire. Moi, c'est beaucoup de commentaires qu'on a reçus ici, parce que là, on a 12 épisodes seulement. Au début, c'était 1h15, 1h10. Ouais. Les gens disaient... Puis tu sais, en humour, vous le savez, souvent, plus court, c'est mieux que trop long. Ben oui. Mais là, en balado, c'est l'inverse. Ah ouais, les gens complètement. Vraiment ça, ouais. C'est assez étrange. En fait, je pense que les gens, ils se partent une balado, ils vont faire le ménage, ils font à manger, ils font la vaisselle. Je pensais, Hélène, vous aviez le micro presque non, devant la bouche. Je me tiens prête, c'est okay. Au cas où. C'est très bien. Vous les enregistrez devant le public? Non, c'est chez moi. Parce qu'on sent, relax chez nous. On sent que c'est grand chez vous. Ça a l'air grand, hein, mais tous ceux qui sont venus à ma balado ont fait comme je pensais que c'était vraiment grand chez vous, ça c'est petit finalement. Fait que, c'est peut-être l'angle. Est-ce que vous avez l'impression... Parce que moi, je vais vous le dire, et là, je devrais pas dire ça, mais je vais le faire pareil. J'ai toujours l'impression que vous seriez capable d'aller dans des zones, dans l'humour un peu plus politique. Mm-hmm. Et j'ai l'impression qu'à recevoir des gens comme ça, des gens comme Alain Deneau, des sociologues, des philosophes, est-ce que vous avez l'impression que ça peut avoir un impact sur l'inspiration pour le 4e spectacle? Premièrement, l'humour politique, j'ai jamais... Tu sais, moi, c'est plus social que politique. C'est ce qui m'intéresse. C'est un fantasme que j'ai de vous voir faire de l'humour politique, je pense. Mais j'aime le comportement humain, comment on interagit entre nous autres. Quand on est... Ouais, c'est ça. C'est vraiment ce qui m'intéresse. Mais l'humour politique, je veux dire, ça meurt rapidement. Je suis paresseux, Fred. Il faudrait que je réécrive tout le temps. Puis, tu sais, ma balado... Non, mais un numéro sur les paradis fiscaux. On parle d'Alain Deneau. Un numéro sur les paradis fiscaux. Ouais, c'est sûr que c'est... Ça mourrait pas vite, là. C'est sûr. Mais écoute, c'est quand même plus difficile. J'essaie de convaincre. Ouais, non, mais... Tu sais, moi, ma balado, je l'ai faite aussi en ayant une posture de niaiseux. Tu sais, moi, je suis un niaiseux. Là. Je connais pas tant de choses que ça. Je veux parler à du monde qui ont des connaissances. Je veux apprendre aussi là-dedans. Plus que sur scène. Non, mais c'était... Tu sais, c'est une affaire qui m'énerve quand même dans peut-être les radios ou la télé plus mainstream, de faire semblant que moi, je connais tout de toi, l'invité, j'ai fait la recherche, puis tout ça, mais dans le fond, t'as même pas lu le livre, puis faire semblant que, tu sais, il y a rien qui t'impressionne, puis tout ça. Mais moi, écoute, il y a plein de... Tu vas aller à la soirée Être encore jeune cette année? Oui, je suis allé. Non, mais moi, j'aime beaucoup ce format-là, ce médium-là aussi. Ça a ses qualités, mais ça a ses défauts aussi. Fait que j'essaie de faire différent. Ouais. Guillaume Wagner, merci d'être venu. Je pense que c'était très concluant. On va peut-être avoir, grâce à vous, d'autres humoristes. Donc, je veux pas snobber les humoristes. C'est vraiment... Moi, j'aime ça quand ça parle d'actualité. Puis vous êtes quand même dans le social. Vous êtes quand même en périphérie de ça avec votre spectacle. J'invite les gens à aller le voir. Moi, j'en ai vu 2. C'est mon préféré. Right. J'avais aimé l'autre aussi, entre autres, le numéro sur Richard Martineau. Ah oui, oui. J'étais là le soir qui est parti. Ah ouais, t'étais là, t'as vu ça? Oui, OK. oui. Alors, vous étiez là, vous avez vu ça, excuse-moi. Oui. Il faut que je fasse le switch. On va le corriger au montage. Donc, prochain spectacle, c'est le 14 juin, je crois, si vous regardez sur votre calendrier. Exactement, Saint-Jean. Au cabaret, cabaret théâtre du Vieux-Saint-Jean. Toutes les dates sont sur guillaumewagner.com. Exactement. Et vous avez des dates prévues, je pense, jusqu'en février 2020. 2020, et ça 2021, va se poursuivre sûrement, puis on vous écoute en balado. Merci beaucoup, Guillaume Wagner. Merci, Fred. Alors, c'est le retour de Julie-Pierre Nadeau parce que ça brasse aux États-Unis de la chaire Raoul d'Endurant, une chaire qui nous est chère quand vient le temps de parler intelligemment de nos voisins américains. C'est le seul jeu de mots qu'il y aura cette semaine. Donc, vous allez évidemment, vous n'avez pas le choix. Il faut que vous nous parliez de ce qui se passe en Alabama. Il faut que vous nous aidiez à comprendre ce qui se passe. Oui, bien c'est ça. Moi, on m'appelle quand ça va mal. Bon, vous pourriez dire qu'aux États-Unis, c'est pas mal toutes les semaines, mais là, c'était plus précis comme enjeu. On en a beaucoup parlé. L'Alabama a officiellement adopté une loi qui interdit l'avortement, même en cas de viol ou d'inceste, et qui prévoit jusqu'à 99 ans de prison pour les médecins qui décideraient de contrevenir à la loi, donc de continuer la pratique.
Il y a beaucoup d'éléments, comme vous avez dit, abordés sur cet enjeu. Donc, j'ai essayé de vous décortiquer tout ça et surtout de restituer la loi de l'Alabama dans le contexte beaucoup plus large du débat sur le droit de l'avortement aux États-Unis. Parce qu'il faut se rappeler que tout ce qui se déroule en Alabama, c'est pas une situation isolée, malheureusement. On assiste actuellement à une vague législative visant à restreindre ou à retirer le droit à l'avortement dans plusieurs États. Depuis 2010, c'est plus de 300 restrictions sur l'avortement qui ont été adoptées aux États-Unis. Et en 2019 seulement, donc depuis le mois de janvier, c'est environ 30 nouvelles lois qui ont été votées, dont le fameux Heartbeat Bill, qui a été adopté en Géorgie, en Ohio, au Kentucky, au Mississippi, au Missouri et qui est discuté dans 11 autres États. C'est hallucinant. Et en fait, c'est une mesure qui interdit l'avortement dès qu'un battement de cœur est détecté, soit environ à 6 semaines de grossesse. C'est approximatif. On se souviendra au passage, pour ceux qui ne le savent pas, que la durée de la grossesse, c'est pas calculé à partir de la conception, c'est calculé à partir des dernières menstruations de la femme, donc à 6 semaines. C'est souvent le délai avant qu'une femme commence à soupçonner qu'elle est peut-être enceinte, et là, il serait trop tard pour avoir un avortement déjà. La vague actuelle vient du fait que la Cour suprême est à nouveau majoritairement conservatrice depuis l'arrivée du juge Kavanaugh, qui n'est pas arrivé sans faire de vague lui-même, mais aussi à cause de l'élection de nouveaux gouverneurs et de nouveaux législateurs d'État durant les élections de 2018. Je mentionne la Cour suprême parce que, en fait, toute la stratégie derrière l'adoption des lois est de forcer la contestation judiciaire dans l'espoir que la Cour suprême entende la cause de la loi de l'Alabama, mais aussi de toutes les autres lois qui ont été adoptées, et renverse ultimement le jugement Roe v. Wade, qui date de 1973 et qui a légalisé l'avortement aux États-Unis. Donc, c'est un cheval de Troie. C'est notre cheval de Troie. C'est un gros enjeu pour les conservateurs et surtout pour les évangélistes. Depuis la légalisation, les États conservateurs ont trouvé toutes sortes de façons d'éroder le droit et l'accès à l'avortement en adoptant des restrictions qui vont de demander l'approbation parentale pour les mineurs à l'échographie obligatoire, en passant par des délais d'attente de 24 à 72 heures ouvrables entre la consultation et la procédure d'avortement, ou encore une multitude de réglementations qui visent à forcer la fermeture de cliniques, donc réglementer la largeur des corridors et donc la façon dont les cliniques sont construites ou administrées. Mais en fait, jusqu'à maintenant, ils n'ont jamais challengé directement la légalisation de l'avortement. Pour mieux comprendre, en fait, ce qui motive les législateurs pro-vie puis l'ampleur de toutes les restrictions, je vous suggère d'ailleurs d'aller voir le documentaire qui date de l'année dernière, donc qui n'inclut pas la vague de cette année, mais qui est disponible sur Netflix. Ça s'appelle Reversing Roe. Puis c'est quand même assez intéressant. On voit là l'enjeu et les arguments des lobbies pro-vie. On va mettre le lien sur la page Facebook. Oui, tout à fait. Donc, la Cour suprême s'est repenchée plusieurs fois sur le droit à l'avortement depuis 1973, mais n'a jamais renversé sa décision. En 1992, le jugement Casey a ouvert la porte à certaines restrictions qui étaient jugées inconstitutionnelles selon Roe, donc qui a amené une première vague de restrictions qui ont été adoptées. Mais en 2016, la Cour a déterminé que certaines de ces restrictions ne peuvent... les restrictions ne doivent pas imposer un fardeau indu sur la femme, en fait. Donc, ça a renforcé l'engouement des conservateurs à avoir une Cour plus conservatrice, donc plus favorable à leur cause, pour éviter que d'autres jugements dans ce style-là arrivent à nouveau. Maintenant, à quoi on peut s'attendre pour la suite? Parce que là, la loi a été adoptée en Alabama, elle n'est toujours pas en vigueur. Il y a quand même un délai entre l'adoption et l'application d'une loi. Eh bien, la loi risque fortement, comme d'autres tentatives de restreindre le droit à l'avortement, d'être bloquée ou suspendue par un juge fédéral parce qu'elle ne respecte pas le précédent instauré par Roe v. Wade. Donc, en attente d'une décision finale, généralement, ces restrictions-là sont suspendues. Mais comme l'objectif ultime et la stratégie derrière tout ça, c'est de renverser le jugement de 73, la cause sera assurément portée devant la Cour suprême. Par contre, il faut préciser que la Cour pourrait décider de ne pas entendre la cause. C'est un de ses droits. Ça peut sembler étrange considérant la majorité conservatrice actuelle, mais plusieurs observateurs ont constaté que 2 des juges conservateurs semblent avoir des réserves à renverser le précédent aussi rapidement. Entre autres, le juge en chef, le juge Roberts, qui préfère généralement une approche incrémentielle, donc pourrait décider d'éroder le droit à l'avortement graduellement en validant certaines restrictions qui vont être amenées à être devant la Cour bientôt, plutôt que de renverser le précédent tout d'un coup. Le juge Kavanaugh, d'ailleurs, est un peu du même avis. On le sent un peu frileux sur la question de l'avortement pour le moment. Ça peut sembler étonnant, mais bon, on va prendre toutes les petites lueurs d'espoir qu'on a. Ils sont frileux parce qu'ils sont pas cons. Ils savent bien que l'opinion publique est... Exactement, mais ils sont frileux parce qu'ils
ils se disent que ça a quand même un coût politique. Dans le cas de Kavanaugh, c'est certain que ça affecte l'image qu'il a. Il vient d'intégrer la Cour suprême. Donc, est-ce que c'est l'image qu'on veut donner, qu'on est arrivé simplement pour renverser l'avortement? Peut-être pas. Et de toute façon, l'opinion publique, c'est parce qu'ici, on a l'impression que tout le monde aux États-Unis est contre ça, sauf les politiciens républicains. Mais je pense que c'est beaucoup plus, malheureusement, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Comme bien des politiques qui défavorisent des politiques de droite aux États-Unis qui ont défavorisé des gens Justement, qui étaient défavorisés, mais qui étaient pour ça aussi, des politiques qui nuisaient à une certaine population. Il doit y avoir des femmes qui appuient ces politiques-là. Oui, tout à fait. Le Pew Research Center a sondé l'opinion publique, puis on voit qu'en fait, il n'y a pas vraiment de différenciation selon le genre. Il y a peut-être un petit pourcentage de différence, mais environ 37 des hommes et 36 des femmes appuient les restrictions sur l'avortement. Donc, c'est pas un enjeu qui divise selon le genre nécessairement, selon le parti politique beaucoup plus, mais je vais y venir. Mais donc, comme j'expliquais, la Cour va probablement entendre beaucoup d'autres causes, dont les fameux Heartbeat Bill, avant qu'on entende sa décision sur la loi de l'Alabama, si elle décide de se prononcer là-dessus. Là, vous allez me dire, mais dans l'éventualité où le jugement serait renversé, ce qui n'est pas fait, mais si ça pourrait arriver, qu'est-ce qui va arriver avec le droit à l'avortement aux États-Unis? En fait, l'encadrement de l'avortement reviendrait alors aux États parce qu'il n'y a pas de législation fédérale à ce niveau-là. Donc, en ce moment, il y a 7 États qui ont déjà adopté ce qu'on appelle des trigger bans, donc une interdiction complète qui prendrait effet automatiquement dès le renversement de Roe v. Wade. Et il y a 7 autres États qui ont des lois qui datent d'avant 1973, qui sont présentement invalidées parce qu'elles contreviennent au jugement, mais qui sont techniquement encore en vigueur. Autre petite... Des lois, c'est toutes des lois qui interdisent ou qui restreignent le droit à l'avortement? Oui, qui interdisent complètement l'avortement ou dans certains cas qui restreignent grandement. Tous des États du Sud, j'imagine, en majorité? Ce sont tous des États conservateurs. Ils ne sont pas tous dans le Sud, mais certains sont dans le Midwest. Évidemment, il y a quand même une bonne division côte versus centre des États-Unis sur l'enjeu de l'avortement. Mais il y a quand même aussi, on parlait des États des côtes, mais il y a 10 États qui ont adopté des lois visant au contraire à garantir le droit à l'avortement, peu importe si le jugement tient ou non. Donc, si le jugement tombe, il y a quand même certains États, dont la Californie, l'État de New York, où l'accès à l'avortement reste protégé. Donc, ce qui préoccupe le plus les militants pro-choix en ce moment, c'est le fait que la Cour suprême pourrait devenir encore plus conservatrice si Donald Trump obtient une autre nomination de juge, parce que les 2 juges les plus vieux, Ruth Bader Ginsburg et Stephen Breyer, ont respectivement 86 et 80 ans, donc plus une petite jeunesse, et sont tous les 2 progressistes. Donc, pourraient être remplacés par des juges conservateurs. Et là, ça fait en sorte que les démocrates veulent à tout prix reprendre la Maison-Blanche pour essayer de, à tout le moins, préserver les 4 sièges progressistes qui restent. Ils n'ont plus la majorité, mais on va essayer de ne pas perdre plus de terrain puisque les juges sont nommés pour de très longues années. Donc, ça s'est immiscé dans la campagne électorale. On a vu d'ailleurs que l'adoption de la loi en Alabama a provoqué certaines réactions chez les candidats démocrates, dont Kristen Gillibrand et Cory Booker, qui ont dénoncé la nouvelle loi, dit que c'était carrément inconstitutionnel et ont proposé que le Congrès adopte une loi pour protéger le droit à l'avortement. Donc, que le droit à l'avortement ne repose plus simplement sur Roe v. Wade. C'est une idée qui plaît beaucoup aux progressistes, mais qui, évidemment, ne rallie pas tout le monde à Washington. Elizabeth Warren est allée encore plus loin en proposant un plan qui garantit non seulement le droit à l'avortement, mais aussi l'accès aux soins de santé et aux méthodes de contraception, qui, on l'oublie souvent, mais aussi un enjeu criant pour beaucoup de femmes, même si l'avortement est légal. À l'heure actuelle, il y a 6 États qui ont une seule clinique d'avortement. Il y a 90 des districts, l'équivalent des circonscriptions électorales, qui n'ont aucune clinique. Et ça fait en sorte qu'il y a des femmes qui doivent faire près de 300 km pour se rendre à une clinique d'avortement, qui est parfois même dans un autre État. On se rappelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a des fois, il y a des délais entre une consultation et une procédure. Donc, ça implique de se déplacer dans un autre État pour plusieurs jours. Ça a des coûts et ça fait qu'il y a certaines femmes qui peuvent monétairement pas avoir accès à l'avortement pour ces raisons-là. C'est une forme d'interdiction tout à fait. C'est soft. Exactement. C'est une interdiction détournée en bloquant l'accès tout en disant « Ah non, mais c'est encore légal dans notre État ». Puis malgré ce qu'on pourrait croire, vous le mentionnez tantôt, ça ne fait pas l'unanimité, mais l'enjeu du droit à l'avortement ne fait pas encore l'unanimité chez les démocrates. Encore selon Pew, 21 des démocrates et 35 des indépendants croient que l'avortement devrait être illégal dans certains ou dans la majorité des cas, donc sont favorables à une interdiction ou à de bonnes restrictions.
C'est un sujet qui est particulièrement sensible, notamment chez les électeurs latino-américains, qui sont la communauté la plus défavorable à l'avortement, et dans les États, comme vous l'avez dit, du Sud et du Midwest, qui sont généralement plus conservateurs. D'ailleurs, Vice vient de faire un petit reportage sur ces démocrates pro-vie qui sont... pour nous, peuvent sembler être une espèce en voie de disparition, mais ils sont encore bien présents et sont un peu préoccupés, en fait, de ce qui se passe avec la campagne de 2020. Ils ne savent pas trop sur quel pied danser. Par exemple, un exemple de démocrate pro-vie, le gouverneur de la Louisiane, qui est démocrate, qui a dit qu'il était prêt à signer un Heartbeat Bill. Une loi qui a, d'ailleurs, ironiquement, été proposée aussi par un sénateur qui est lui-même démocrate. Donc, en Louisiane, la Louisiane est considérée comme étant tellement pro-vie que si les démocrates veulent être élus, ils sont eux aussi pro-vie. Donc, il n'y a pas vraiment de débat à ce niveau-là dans certains États. Il y a une vague progressiste en ce moment au sein du parti, puis on ne voit pas le fait d'être pro-choix. On voit le fait d'être pro-choix, en fait, comme étant un critère non négociable pour une plus grande partie de l'électorat démocrate. Un peu comme pour les républicains, c'est un peu un prérequis d'être pro-vie. Maintenant, si vous voulez être élu pour le Parti républicain, il faut être pro-vie. Sinon, ben, c'est un peu comme la NRA et les armes à feu. Les lobbies vont se mettre contre vous. Donc, ça crée des tensions dans un parti qui tente un virage progressiste, mais qui, à la fois, ne peut pas se permettre de perdre les électeurs du Sud ni les électeurs latino-américains s'ils veulent avoir une chance de déloger Donald Trump en 2020. D'ailleurs, l'enjeu de l'avortement pourrait devenir une épine dans le pied de Joe Biden, le meneur dans les primaires démocrates, qui a un bilan assez mitigé sur cet enjeu-là, parce que Joe Biden est catholique. Avoué. Durant sa carrière de sénateur, a tenu un discours qui était plus strict sur l'avortement, a changé un peu d'opinion ou changé de discours quand il est devenu vice-président. Ça pourrait venir le hanter. Mais ça pourrait venir le hanter parce qu'il a beau avoir changé de discours et dire maintenant que l'État devrait être neutre, donc à la fois permettre aux femmes de choisir, mais aussi ne pas financer l'avortement. Donc, c'est un peu sa position mitoyenne. Il y a certaines personnes qui vont peut-être pas le croire et dire que ses convictions restent ses convictions catholiques. Donc, est-ce qu'il réussira à convaincre l'électorat? On ne le sait pas. On ne sait pas non plus si son compromis va être capable de rallier les électeurs tant pro-choix que pro-vie de son parti. Est-ce que c'est un compromis acceptable? C'est dur à dire, mais ce qu'on peut être certain, c'est que la question du droit à l'avortement va rester une question centrale pour les élections de 2020. Ben, Julie-Pierre Nadeau, merci de ce déplorable résumé. C'est un bon résumé, mais c'est vraiment déplorable. En espérant venir avec des bonnes nouvelles fois. Oui. Mais il n'y en a pas beaucoup aux États-Unis, des bonnes nouvelles par les temps qui courent. Vous avez raison de dire que l'accès à l'avortement sera malheureusement au-devant de l'actualité. Et pas seulement aux États-Unis, au Canada aussi, on en a parlé en début d'émission. Et ce débat risque d'être entouré d'un nouveau vocabulaire entourant les termes de l'appareil génital féminin. Je ne sais pas si vous avez pu ça passer. C'est la sexologue américaine Kenna Cook qui sonne la charge, elle, pour qui les mots liés au sexe dans l'anatomie sont faits pour renforcer l'hétéronormativité et une idée du sexe uniquement basée sur la reproduction. En fait, on proche au terme utilisé actuellement d'avoir été trouvé par des scientifiques blancs hétérosexuels. Deux choses franchement dégueulasses. Moi, pour vrai, si j'avais le privilège de ne plus être un homme blanc hétérosexuel, je pense que je ferais le saut. Malheureusement, je n'ai pas ce privilège. J'en ai plein d'autres. C'est le magazine Slate, en fait, qui nous offre un petit lexique de ce qui vous attend, mesdames. Bon, on peut questionner l'idée, parce qu'on est à une époque où on remet tout en question. Des fois, ça peut être agacé, mais je trouve que des fois, il y a une réflexion quand même qui est intéressante derrière ça. Ne pas prendre le monde qu'on nous offre pour acquis. Et dans cet article-là du Slate, il y a quand même, sur l'étymologie, sur l'origine des termes, quelque chose d'intéressant. Par exemple, le clitoris, qui vient du grec ancien clitoris, c'est-à-dire qui sert à fermer un verrou ou une clé. L'utilisation du mot servait à désigner indifféremment les parties extérieures du sexe féminin. À l'époque, on n'avait pas, on savait pas que le sexe féminin était si complexe et subtil. Et là, on suggère, parce qu'il y a des suggestions aussi de nouveaux termes, on suggère maintenant d'utiliser le terme éminence. Un terme qui sert... Une éminence. Ouais. Le clitoris est remplacé par l'éminence, un terme qui sert en anatomie à désigner tout ce qui peut être une bosse, une excroissance ou un appendice. Donc, en pratique, ça pourrait être des phrases comme celle-ci. « Après 10 ans de relation, mon conjoint n'a jamais trouvé mon éminence. » Ou encore, « J'écoute parler Maxime d'avortement et je n'arrive pas à trouver son éminence grise. » Vous voyez, on
ça pourrait fonctionner. Le vagin qui vient du latin vagina, qui dénomme une gaine, un fourreau où était enfermée l'épée. Et là, voilà, selon Slate, on a un bon exemple d'un mot qui désigne une vision hétérosexuelle masculine et hétéronormée du sexe. Le vagin servirait donc à envelopper un pénis, ce qui est faux. Le site médical américain Heatline propose de remplacer le mot vagin par le terme front hole, c'est-à-dire c'est chic. le trou d'en avant. C'est pas ici. Ça va c'est très délicat. Ouais. Mais au moins, c'est pas hétéronormatif. L'utérus qui vient du grec ancien hystérica, un terme qui a aussi donné le nom hystérie. C'est Hippocrate qui est le premier à avancer le fait que l'utérus, tout de suite après avoir inventé le serment, l'après-midi suivant, il a avancé que l'utérus était particulièrement enclin à produire des émanations toxiques quand il était infructueux, donc quand les femmes n'avaient pas d'enfants, et que la seule solution pour y remédier était le mariage. L'hystérie est devenue un diagnostic médical qui, pour en guérir, obligeait les médecins hommes à pratiquer un massage des parties génitales afin de déclencher des paroxysmes, ça tombe bien. L'hystérie n'a été enlevée des listes de maladies modernes de l'Association américaine psychiatrique qu'en 1952. On propose de remplacer utérus par nidus, soit nid en latin, c'est quand même plus joli. L'hymen qui tire son nom du dieu grec Hyménée, dieu du mariage, c'est André Vézal, considéré comme le plus grand anatomiste de la Renaissance, qui au 17e siècle a normalisé le terme hymen dans la pratique médicale. En 2009, il y a l'association suédoise, les Suédois sont souvent en avance pour toute cette réflexion-là, l'association suédoise pour l'éducation sexuelle dans un livret d'information qui préconisait d'utiliser le terme couronne vaginale à la place d'hymen. Le problème, c'est que la couronne renvoie aussi à la monarchie, au mariage, donc à l'hétéronormativité. Arc. Il y a l'autrice suédoise Thérèse Agdler qui, elle, suggère plutôt le terme pli de la muqueuse. Ouais. Alors, ça donnerait une phrase comme ceci. En commission parlementaire sur la loi 21, l'ex-sénatrice Céline Hervieux-Payette s'inquiète que le voile oblige les femmes célibataires à se refaire faire le pli de la muqueuse. Alors, ça sonne pas super bien, mais les idées de Mme Hervieux-Payette demeurent, malheureusement. Alors, on va mettre, évidemment, l'article du Slate sur la page Facebook. Il va y avoir 300 liens cette semaine sur notre page Facebook. Attention, ça va être difficile. Alors, Jasmine... Ce qui est dommage, c'est qu'on retient surtout le trou du devant. Le trou du devant. Mais bon, j'ai tout oublié le reste. C'est un brainstorm. Mesdames, vous allez sûrement être sollicités pour trouver un autre mot. C'est pas aux hommes à faire ça, de faire du mansplaining. S'il vous plaît. Jasmine Legendre, à défaut de ne plus pouvoir visiter le mont de Vénus, on peut faire du tourisme autrement, paraît-il. Ben oui, puis c'est la saison estivale. C'est un lien, c'est un lien. Très mauvais, mais c'est pas grave. C'est un laboratoire. Mais pour moi, ça, le changement de nom pour le vagin, le clitoris et tout, ça s'inscrit un peu dans une notion d'écriture inclusive, tu sais, qui défait le genre masculin. Blagues, mais je trouve qu'il y a une réflexion intéressante. Il y a quand même une réflexion, puis ça a été débattu pour certains journaux comme le Montréal Campus, le journal de l'UQAM, puis il essaie justement d'avoir une écriture qui est plus inclusive. Donc peut-être qu'un jour, on va trouver un peu plus des mots beaux que nid ou trou du devant. Trou du devant. Mais on réfléchit au tourisme ben aussi. Oui, c'est ça. Puis c'est la saison estivale qui s'amorce. Ça paraît pas dehors à l'instant. Il pleut, il a l'air de faire froid. Mais pour vous offrir un plus grand éventail de choix, Airbnb a lancé cette semaine une nouvelle proposition pour ses voyageurs, des destinations qui retracent la vie de nos ancêtres et de nos origines. Donc, la compagnie... Un peu comme l'émission à Radio-Canada, là, avec... Deuxième chance? Deuxième oui, chance, c'est ça? Ben, on revient sur des Qui événements... êtes-vous, oui, Normand Bratois qui retournait dans les Antilles. Et, ben, un peu comme ça, mais maintenant, vous pouvez le faire ici à la maison. Ça, c'est le fun. Parce que la compagnie s'est associée à une autre entreprise, 23andMe, qui, elle, retrace vos origines grâce à votre ADN. Puis là, je dis multiples origines parce que, selon les récentes analyses de leur base de données de leurs clients, une personne pourrait avoir jusqu'à 5 populations différentes dans ses gènes. Ça veut aussi dire 5 possibilités de voyages différentes sur les traces de vos ancêtres. C'est pas très bon, ça. Non, c'est ça. Pour l'environnement. Pour l'environnement, c'est pas bon, mais peut-être si vous compensez votre empreinte carbone... En plantant des arbres. En plantant des arbres. Vous allez être correct pour en faire 5 dans la prochaine année. Mais j'aurais aimé ça le tester cette semaine, mais c'est quand même assez dispendieux. On parle de 129 $ pour le kit de base. Ouais. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. On reçoit un paquet à la maison qui comprend tous les outils pour faire des tests d'ADN. Ensuite, on renvoie ça à 23andMe, puis eux, ils vont vous donner une multitude d'informations comme l'ADN de votre famille, l'arbre généalogique de votre père ou de votre mère. Puis si jamais vous auriez investi un petit 100 $ de plus, vous auriez même pu savoir c'est quoi les maladies prédominantes dans votre famille. Donc, c'est assez intrusif, là, presque plus que le partage de nos données avec Facebook. Mais après avoir eu toutes ces informations-là sur notre background génétique, on vous propose d'explorer les logements et les activités d'Airbnb qui peuvent répondre à votre désir de retracer votre histoire et votre génétique.
Puis ça parle à beaucoup plus de gens qu'on le pense, parce que depuis 5 ans, le nombre d'individus qui veulent retracer leurs racines par des voyages a augmenté de 500 %. On est vraiment dans Le narcissisme, c'est toujours Ouais. payant. Oui, et C'est en fou. fait, le narcissisme identitaire, le fétichisme Quête identitaire. d'identité. Il disait aussi que c'était seulement une personne qui allait aller elle-même en voyage ou accompagnée de son conjoint, mais qu'on n'y allait pas là, des voyages familiaux. Là. Fait que c'est vraiment dans une quête individuelle pour retrouver ça. Donc ça, c'est comme ça qu'il y a des Rodrigues qui partent au Portugal pour découvrir la terre natale des Rodriguez ou des immigrants de 2e ou 3e génération qui retournent visiter la terre qui a vu grandir leur famille. Mais là, c'est là que j'ai commencé à me poser des questions sur les dérives que peut prendre ce genre de voyage-là. Qu'est-ce qui se passe quand votre lignée généalogique a un passé quand même houleux ou qu'à une époque, votre famille a fui une guerre ou qui est partie après un événement traumatisant? Puis sur les photos du communiqué de presse d'Airbnb, ça semble vraiment beau, mais ça peut quand même avoir un petit côté vicieux. Puis je pense qu'avant d'entamer un voyage comme ça, il faut se questionner sur l'éthique de notre périple. Puis donc, si vous décidez dans les prochains mois de retourner sur les lieux d'une époque qui a vécu des traumatismes, vous allez avoir plusieurs options. Vous allez pouvoir visiter des camps de concentration en Allemagne, vous allez pouvoir faire des marches qui retracent les attentats terroristes à Paris, vous allez pouvoir visiter des sites comme l'effondrement des tours du World Trade Center à New York ou encore participer à des narcotours en Colombie. Mais ces lieux-là, c'est des lieux qu'on appelle des traumascapes. Puis Traumascape? Traumascape. OK. Le concept de traumascape, ça a été élaboré en 2005, donc c'est quand même assez récent, par Maria Turmaquin, une historienne culturelle australienne. Puis elle explique qu'un patrimoine historique qui a été transformé à la fois physiquement et psychiquement par un événement traumatisant a la capacité de faire revivre à ses visiteurs le drame que les gens ont vécu à l'époque. Donc, à plus petite échelle, on peut penser au déraillement de train à Lac-Mégantic. Les gens qui s'y rendent en ce moment peuvent peut-être revivre la charge émotive qui est liée à cet événement tragique. Donc, quand on visite les camps de concentration en Allemagne, par exemple, on réalise normalement, pour la plupart des gens, l'ampleur du génocide pendant la Deuxième Guerre mondiale. Où on fait des selfies en rigolant. Ben, c'est ça. C'est ça la dérive qu'il peut y avoir. Mais il y a une question si aussi... je peux me permettre, je crois que les selfies sont interdits à Auschwitz. Puis, Dans certains ils camps de essayent concentration... de faire un effort. Ouais, Mais tu sais, sur les memorials, comme à Berlin, les gens, ils font des positions de yoga quand même. C'est ça la trop de gens. problématique. Mais il y a une question encore qu'il faut adresser, c'est si justement on book une expérience en parallèle de notre séjour dans notre beau petit appartement Airbnb, est-ce qu'on dissocie pas l'histoire traumatisante du loisir qu'on s'apprête à faire? Parce que notre fascination envers ces traumatismes-là peut avoir des répercussions sur les générations qui nous précèdent, mais aussi sur celles qui nous suivent. Puis il y a un doctorat. Attendez, on peut recréer des traumatismes de la génération qui nous précède? Ouais, exactement. Dans le fond, on ne peut pas recréer des traumatismes, mais on peut comme contribuer Réactiver. à accentuer le traumatisme des générations précédentes. Puis pour celles qui sont encore sur les territoires actuellement, eux, ils peuvent continuer à vivre ce traumatisme-là à trop long terme. Puis il y a justement un doctorant et professeur à l'Université de Genève, Patrick Naef, qui a expliqué dans une recherche publiée en 2011, donc encore très récent, qu'à travers la mise en tourisme de certains éléments rendus emblématiques par leur caractère traumatisant, les traumascapes tendent à prendre des caractéristiques de touristscape. Donc, on fait du tourisme avec des événements traumatisants. Le touristscape, c'est une notion qui explique qu'avec nos yeux d'occidentaux, puis de privilégiés qui peuvent se permettre 5 voyages par année à la recherche de nos ancêtres, on expérimente et on interprète un traumatisme d'une population autre qui n'est pas la nôtre actuellement. Puis c'est là que c'est nocif parce que souvent, on n'a pas tous les détails du traumatisme et on juge, sauf qu'on n'a rien vécu. Parce que, comme l'explique M. Naef, ce sont des artefacts ou une ambiance généralisée qui sont permanents sur le territoire, qui sont ancrés dans la mémoire collective sur le territoire, qui ont été forgés par un climat particulier, mais dont la population essaie quand même de guérir. Puis maintenant, nous, on s'en sert pour assouvir nos besoins contemporains qui ont une fascination envers des événements qui sont morbides. Donc, c'est là que ça devient un peu problématique parce qu'on se questionne à savoir est-ce que c'est normal qu'on ait autant une grande fascination envers les gens puis envers les événements qui ont comme bouleversé. Ces voyages-là, est-ce qu'ils sont organisés par des agents touristiques ou c'est via les médias sociaux que les gens partagent? Tu sais, l'engouement... Vous pouvez en trouver, par exemple, sur TripAdvisor, mais vous pouvez aussi en trouver sur Airbnb, qui a une notion qui s'appelle expérience. Maintenant, c'est plus juste des logements. Donc, il y a des gens, des locaux ou même des guides qui vont être expatriés, qui vont aller là-bas puis qui vont offrir ce genre de choses-là. Fait que, oui, vous allez pouvoir voir des lieux tenus par les villes puis les gouvernements. Puis là, on peut penser au mémorial comme le World Trade Center ou encore celui qui rend hommage aux victimes du régime nazi à Berlin, là, que c'est comme les... Mais on peut aussi penser à les tours qui sont underground puis qui nous amènent au cœur des conflits puis qu'eux sont menés par des locaux et par des guides expatriés qui vont faire leur business à partir de ça. Puis
Oui, on a un devoir de mémoire. Il ne faut pas oublier ces drames-là parce qu'on ne veut pas les reproduire. Mais je pense qu'on a également des questions à se poser avant de mettre le pied sur ces terrains qui ont une histoire traumatisante. Il faut savoir si l'endroit qu'on s'apprête à visiter a été gentrifié pour inciter plus de touristes. C'est difficile à faire. Oui, il y a des gouvernements qui mettent des mesures en place justement pour conserver des patrimoines originels pour justement que ça se fasse pas modifier puis que là, on dise pas « Oh, regardez comment c'est glamourisé, la façon qu'on voit les traumatismes ». Mais on se demande aussi, est-ce que c'est juste pour venir dépenser de l'argent finalement? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Est-ce qu'on a dénaturé un lieu pour répondre à des attentes des touristes? Est-ce que ma visite, elle contribue pas plutôt à étiqueter une région, une population? Puis il faut comprendre que ces événements-là s'inscrivent, oui, dans un patrimoine d'une certaine région, mais que ces gens-là sont en processus de guérison puis qu'ils veulent pas nécessairement être toute leur vie des effigies d'un drame. Puis ça m'avait quand même frappé quand j'avais visité un camp de concentration en banlieue de Berlin parce que j'avais été choquée de voir qu'il y a des maisons qui sont vraiment adjacentes au camp de concentration, à quelques mètres à peine, mais il y a des centaines de visites par jour de touristes d'un peu partout sur la planète qui y vont pour voir qu'est-ce qui se passe. Puis eux, ils ont seulement espoir qu'un jour, on passe à autre chose puis qu'on leur laisse vivre leur vie normale. Donc, l'étude de la visite des Traumascapes et du Touriscape qui en découle, c'est une branche qui est encore très nouvelle. C'est pour ça qu'on n'est pas encore capable de répondre à la question, à savoir si le devoir de mémoire doit primer sur la question de guérison de ceux qui l'ont vécu. Par contre, dans vos futurs, peut-être, voyages à la recherche de votre ADN, je pense qu'on devrait se remettre en question si vous voyez du bon œil l'endroit traumatisé que vous allez visiter, mais surtout, allez pas prendre de selfie sur un monument commémoratif. Merci, Jasmine Legendre. C'est une belle réflexion. J'avais jamais entendu parler de tout ça. Bien, moi, j'en avais entendu parler quand j'avais fait mes études à Genève en géographie, en fait. Puis c'est un professeur, j'ai eu Patrick Naef comme professeur, puis ça m'avait vraiment comme traumatisé. Bien, j'avais appris une nouvelle notion à l'époque, puis je trouvais ça intéressant parce que là, on commence nos périples vers nos voyages, vu que c'est l'été qui s'amorce. Mais il n'y avait pas Paul Hood qui avait fait ça, justement. Il s'est fait beaucoup critiquer, qui avait voulu faire le voyage, le Malaysian Airlines. Il s'était fait beaucoup critiquer pour ça. Il voulait revivre cette espèce de traumatisme-là. Puis les gens avaient dit non, ça n'a pas ouais, de sens. non, ça n'avait pas passé, mais ça fait quand même assez longtemps. Fait que, ce phénomène-là... On va rester dans la réflexion sur le tourisme. C'est un hasard, en fait, parce que Sonny Carpentier, votre première chronique, vous aviez envie aussi on l'a dit tantôt, les vacances s'en viennent, et de réfléchir au tourisme, en fait, d'une autre façon. Bien, on va pousser un peu la réflexion parce qu'il n'y a pas juste à travers les traumas qu'on va avoir un impact négatif sur la culture. C'est un épisode assez lourd, hein? Beaucoup de traumatisme. Oui, c'est ça. Je suis désolé. Ça arrive. Mais parce que tout d'abord, moi, je suis de retour de voyage. Hein. Au début du mois, j'étais au Maroc. Et j'ai pu voir plusieurs choses qui m'ont un peu traumatisé. D'ailleurs, en tant que bon millennials, je vous invite sur ma page Instagram. J'ai plusieurs belles photos du Maroc. Vous irez faire un tour. Mais plus sérieusement, je l'ai parlé parce que je me sens coupable, en fait. Je me sens coupable d'être touriste. Vous revenez de vacances et vous vous sentez coupable. C'est tellement américain, que voulez-vous? Et Guillaume, j'espère que tu es prêt vous êtes prêt pour une autre couche. Vous avez une influence très négative sur moi. Pour une autre couche de cynisme. Oui, moi je suis toujours prêt. Et disclaimer, là, avant de commencer, il y a plusieurs personnes qui disent qu'on peut plus rien faire. On peut plus catcaller une femme dans la rue, faire des jokes de gay ou manger son plat de gluten en paix. Ben moi, je vais en ajouter une couche et je vais attaquer un privilège qui est le voyage. Oh. Et il faut se rappeler justement, tout d'abord, là, que c'est un privilège de voyager parce qu'en 2018, l'année passée, c'est seulement 18,53% de la population mondiale qui a voyagé. Donc, c'est pas vrai que c'est accessible à tous. Et non, c'est pas un droit qu'on a acquis avec tant d'heures dans notre bureau de travail. On mérite donc bien nos 2 semaines à Cancun. C'est un privilège. C'est quand même une notion... vous allez semer la controverse avec cette notion-là, je pense. Oui, absolument, parce qu'on attaque quelque chose que les gens prennent vraiment pour acquis. Oui. Mais pourtant, il faut penser à l'impact qu'on a. Donc, les gens veulent se reposer aussi. Oui, mais il faut savoir... Non, mais allez-y, continuez, mais quand même, moi, je trouve que c'est vraiment une réflexion intéressante, mais qui heurte. Bien, je dis pas que je vais trouver une solution à la fin non plus, mais je pense qu'il faut prendre conscience de l'impact qu'on a sur les sociétés d'accueil. Donc, tout d'abord, il faut comprendre que le tourisme, c'est quand même relativement nouveau. Dans les 50 dernières années, le tourisme s'est vraiment développé et a changé. Nos pratiques ont énormément changé également. Ça s'est démocratisé, bien sûr, avec l'avion et la commercialisation des vols qui a vraiment changé nos pratiques parce que maintenant, c'est tellement pas cher qu'on part plus souvent et moins longtemps. Donc, par exemple, on peut voir des gens qui vont passer 1 semaine dans un pays à l'international ou même quelques jours dans une ville extrêmement loin. Donc, ce à quoi s'ajoute la pression du voyage. Parce que vous disiez, ça va déranger les gens, mais il y a aussi, socialement, le voyage, c'est tellement bien vu maintenant. Ne pas voyager, c'est mal vu, en fait. Donc, je vous fais... vous ferez le test à la maison ou, en fait, au bureau. Annoncez que vous partez 2 semaines en vacances
mais dites que vous restez à la maison. Je vous garantis, là, dans la minute qui suit, vous allez vous justifier. Ah, mais oui, mais là, c'est parce que cette année, il faut refaire la cuisine, c'est économique, c'est vraiment pas parce que je suis pas intéressé par le monde. C'est comme obligatoire, vacances égale voyage. C'est tellement bien vu maintenant que c'est comme... On s'attend à ce que tu partes en voyage. Donc, ça, c'est vraiment une espèce de forme d'hyperactivité occidentale, d'ailleurs, là, donc... Et puis justement, en parlant d'hyperactivité, ben, le fait est que ça a beaucoup changé. Et quand on arrive dans un pays pour seulement quelques jours, on veut tout voir. Puis en plus, ce qui est drôle, c'est qu'on va vraiment faire toutes les mêmes activités, voir les mêmes monuments, parce que c'est l'industrie du tourisme qui nous pousse à faire ça. Et ça va créer quelque chose que moi j'appelle les autoroutes touristiques. Donc, c'est des lieux communs où on retrouve des attractions du pays, où tous les touristes se retrouvent en même temps. Puis ces lieux-là sont aménagés pour recevoir... Mais il y a quelque chose de rassurant là-dedans. On recevait Mathieu Bellil la semaine dernière et dans son livre Bienvenue dans la vie ordinaire, il parle de ça. Il y a une petite section sur le tourisme et comment les gens ont besoin de se retrouver devant la Tour Eiffel, devant les grands monuments. Et il y a quelque chose de prosaïque, de rassurant là-dedans. Mais quand on rencontre d'autres Québécois aussi en voyage, on est toujours comme « Hey, yeah! » Ah, pas moi. Mais il y a une notion confortable, justement, on recherche le confort à travers le voyage, qui est quand même comme drôle quand on y pense, mais je vais revenir plus tard. Puis justement, ces autoroutes touristiques-là, on les trouve partout. D'ailleurs, aujourd'hui, la presse titrait « Embouteillage sur l'Everest, 2 nouveaux décès d'alpinistes ». Donc, même sur le top de la plus haute montagne au monde, il y avait un embouteillage touristique. Vous irez lire, c'est assez spécial. Puis justement, parlant de ces autoroutes-là, ça va apporter plusieurs problèmes. Donc là, on va penser tout d'abord à la bétonisation des endroits. Donc, on va bétoniser pour accueillir plus de gens. Le meilleur exemple de ça, c'est bien sûr le tout inclus dans le Sud. Tout le patrimoine territorial, si Simon était là, Jodoin, pour en parler, il serait traumatisé parce qu'on détruit tout ce que le territoire a à nous offrir pour le rendre plus standard. Puis il y a aussi un paradoxe intéressant, puis c'est ce que vous parliez tout à l'heure, c'est le fait d'être confortable. Bien, même si le touriste veut vraiment sortir de son quotidien, être face à quelque chose qui va le bouleverser, il désire être confortable pendant qu'il le fait. Donc là, ce qui va arriver, c'est qu'on va vouloir dormir dans des hôtels de luxe, qu'on va devoir construire un peu partout. On va devoir dans des endroits difficiles d'accès, souvent, il y a une charge, il y a des ressources. Parce que l'hôtel, parce qu'on veut tous cette fameuse chute perdue dans le fin fond de la jungle, bien, je veux dormir juste à côté pour que le petit matin, je puisse prendre mon café puis y aller lentement là, avec mes Crocs d'Américains, tu sais. Ce qui est super dommageable, au final, quand on y pense, ne serait-ce que pour le territoire. Puis justement, il y a aussi ça, puis il y a aussi le fait qu'on veut manger des choses qu'on connaît, par exemple, ou l'idée de ce qu'on se fait de la culture qu'on va visiter. Par exemple, aller au Mexique, vous allez vouloir manger des tacos. Mais l'endroit où vous êtes au Mexique, c'est peut-être pas ça leur spécialité. T'sais, ils ont peut-être d'autres choses à offrir, mais vous avez tellement une idée occidentale de ce que vous allez vivre que vous allez rechercher ça, et c'est ce qu'on va vous offrir, en fait, ce qui est très problématique. Et justement, on parlait des tout inclus, bien, il y a aussi une standardisation des autoroutes touristiques. Donc là, ce qui va arriver, c'est que, moi, j'aime ça appeler ça l'occidentalisation des lieux. Donc, pour qu'on soit confortable, on va rendre ça pareil partout. Mais pareil pour les Occidentaux. Donc, ce qu'on va voir, par exemple, en Asie, on va vous offrir une fourchette plutôt que des baguettes. Parce que c'est comme ça que vous mangez. À la place d'avoir une toilette turque, bien, vous allez avoir une toilette normale. Donc là, vraiment, on voit une espèce de changement des rites et de la culture pour l'américaniser. Et c'est disponible partout. Cela dit, les Chinois sont sûrement une des clientèles les plus en expansion sur le plan des autoroutes touristiques. J'imagine c'est pas juste... Le mouvement n'est pas juste occidental, je pense. C'est vraiment... Non. C'est la masse de touristes qui ont les moyens de voyager. Le marché s'y adapte. Mais pendant longtemps, ça a été des Occidentaux, mais là, je pense qu'il va y avoir un glissement éventuellement. Il y a un glissement. C'est sûr que la masse touristique, elle est multiple, mais quand même, c'est beaucoup des gens de l'Occident. Donc, on peut voir des pratiques plutôt américaines qui se retrouvent partout. Puis, il y a une autre affaire qui est vraiment très traumatisante, en fait, quand on y pense, c'est qu'on veut assister à des manifestations culturelles, je le disais, mais là, on va avoir une folklorisation de la culture. Donc, on va littéralement mettre en scène la culture pour les touristes, quitte à complètement la dénaturer. Par exemple, au Maroc, il y a le henné, ces espèces de tatouages temporaires qu'on retrouve. Culturellement, le henné, c'est le mariage des jeunes femmes qui, juste avant leur mariage, qui annoncent à tout le monde que leur cœur est pris à jamais. Mais maintenant, à Marrakech, vous pouvez avoir ça pour une petite poignée de change en 5 minutes sur votre main de blanche ou de blanc, peu importe, qui veut donc vivre la culture d'accueil. Le problème, c'est quand on pense à long terme. Dans 100 ans, là, socialement, quand on va repenser au henné, est-ce qu'on va se dire « Ah oui, c'est un rite sacré, important de la culture » ou on va se dire « Ah ben oui, c'est ce qu'on fait aux touristes blancs quand ils arrivent pour une poignée de change. » C'est dangereux culturellement de, éventuellement, comme
standardiser aussi la culture d'accueil. Puis, je parle de folklorisation. Jasmine, tu parlais du Traumascape. Bien, c'est une mise en spectacle de l'horreur, au final, pour des fins financières, pour plaire aux gens, mais ça a un impact. Que ça soit au gouvernement ou soit à des locaux, tout le monde se met des sous dans les poches avec, justement, la glorification des drames. Ouais. Puis justement, Hélène, j'étais curieux de vous demander, parce que vous avez grandi en France. C'est vrai. Vous habitez maintenant ici, donc vous avez une espèce de distance. Je sais pas si vous, il y a des choses que vous avez remarquées qui sont différentes depuis quelques années, que le tourisme aurait changé en France. Ah ben c'est sûr. Moi, je viens de Strasbourg. Ça fait 20 ans que je suis à Montréal. Et je dirais que dans les 10 dernières années, beaucoup de Starbucks sont apparus à Strasbourg, ce qui n'existait pas du tout. En France, la culture, c'est tu vas prendre ton café au bar, tu as ta petite tasse. Au bar tabac. Exactement, le petit mini-café, tu le bois, tu t'en vas. Et l'apparition des cafés emportés, ça date d'à peu près une dizaine d'années. Il n'y avait absolument pas ça avant. Puis le problème, c'est que, justement, c'est un bon exemple, parce qu'avant, on ne prenait pas son café pour emporter culturellement, on le dégustait à un endroit, on profitait. Mais c'est très américain de prendre son café pour emporter. Je suis pas sûr que ce changement-là, les Français ont accepté aussi. Je pense que ils l'ont accepté. Oui. C'est une mondialisation également. Oui, c'est ça. Je pense pas que c'est seulement l'industrie touristique qui a détourné. C'est comme le pain, je veux dire. La tradition de la baguette s'est perdue parce que les Français sont des Mais en fait, c'est un dérivé. J'ai vu un reportage à TV5 là-dessus. Bon, c'est un dérivé en fait de la mondialisation, mais c'est encouragé par le tourisme, par la population qui est là. Donc, puis justement aussi, on va voir, je parlais des rites, on va avoir une monétisation de l'expérience parce que même si on veut vivre donc bien une aventure, l'aventurier a plus de temps accès à la culture s'il ne paie pas parce que le développement touristique a apporté ça. Donc, on se fera plus offrir l'hospitalité, par exemple. Il va falloir toujours payer. On ne va pas voir le rite culturel se dérouler devant nous. Il va falloir payer pour le voir. On n'aura plus accès à ça directement. Donc oui, ça gâche un peu notre façon de vouloir être un voyageur. Puis je parlais d'opportunités économiques. En fait, là, mes détracteurs vont me dire « Oui, mais le tourisme, c'est tellement un beau développement économique, c'est nécessaire, ça aide beaucoup. » Je suis complètement d'accord. Puis je suis pas en train d'essayer de démoniser le tourisme, juste de lancer une piste de réflexion. Mais c'est pas vrai que ces opportunités économiques sont disponibles pour tout le monde. Oui. Par exemple, si on parle encore du confort, s'il y a 2 restaurants, vous êtes par exemple dans un pays et il y en a un des restaurants qui parlent votre langue et l'autre pas du tout. Confortablement, ou en tout cas, il y a un menu qui a votre langue. Donc, vous allez vouloir aller là parce que vous allez savoir qu'est-ce que vous allez manger. Donc, éventuellement, ce que ça va faire, c'est que ça va encourager une standardisation. Donc, là, le restaurant d'à côté va devoir s'adapter, mais s'il n'y a pas les capacités de le faire, il ne pourra pas être compétitif. Ouais. Mais qu'est-ce que le tourisme peut faire? Parce que j'ai l'impression faut faire attention aussi de ne pas seulement culpabiliser. Parce que les gens partent de bonne foi. Souvent, les gens ne partent pas en voyage pour détruire une culture. Ils partent parce qu'ils se sont payés ça. C'est pas tout le monde qui voyage aussi 5 fois par année. Comment on fait pour éviter cette standardisation-là et ce saccage, si on peut dire, culturel, tout en voyageant? Je pense que c'est un changement de paradigme. Il faut arrêter de penser qu'on mérite tellement ce voyage-là parce qu'on se l'est payé puis qu'on peut faire donc ce qu'on veut là-bas. Je pense qu'il faut continuer à penser qu'on est accueilli quelque part et il faut juste être content d'être là. Puis également, il y a plusieurs législations qui commencent à apparaître un peu partout. Donc ça, c'est intéressant. Juste dans The Guardian, l'année passée, il sortait que l'Office du tourisme des Pays-Bas annonçait qu'il allait cesser la promotion du tourisme parce qu'il disait, dans le fond, que toujours plus, ce n'est pas toujours mieux. Puis qu'il était temps de cesser la promotion du tourisme et de passer à la gestion du tourisme. Parce qu'il y avait tellement de gens qui étaient là, par exemple, à Amsterdam, que c'était devenu invivable. En fait, on parlait de Airbnb également. Ben, tu sais, c'est un peu ça aussi. Ça dénature l'endroit. Ouais. Les locaux, c'est plus intéressant d'habiter là-bas. Ouais. Parce que tous les restaurants, c'est des restaurants touristiques. Toutes les activités sont touristiques. Il y a des gens qui restent très peu de temps, mais qui font beaucoup de bruit. Donc, tout ça, c'est pas intéressant pour un local. C'est comme vivre à Disneyland. C'est le fun une semaine, mais pas toute ta vie, tu sais. Ben... Mais il y a aussi des sites, je pense, qui sont en train de... Il y a des gouvernements qui sont en train de passer à peut-être fermer certains sites à cause de l'afflux touristique. Comme le Machu Picchu. C'est ça, j'allais dire, le Machu Picchu, qui peut juste pas résister, en fait, au poids, littéralement, des touristes de la population, ça, qui vont le visiter. Et là, ils vont être obligés de fermer le site. Donc, le tourisme vient contrevenir au tourisme, parce qu'au final, c'est l'afflux de touristes qui va faire en sorte qu'on ne pourra plus le visiter. C'est le serpent qui mange chacun. Exactement. Puis pour terminer, justement, il y a plein d'autres nouvelles façons de faire du tourisme, dont le slow tourism, qui accepte qu'on va être plus lentement, plus longtemps pour s'imprégner de la culture et pas nécessairement demander des manifestations, mais en être témoin correctement. Donc moi, honnêtement, je vous invite à juste en prendre conscience, continuer de voyager, mais soyez conscient du privilège que vous avez. Et oui, Fred, j'ai passé un beau voyage au Maroc, mais sur mes jolies photos Instagram de millennials, il y a un filtre de culpabilité quand même.
Ben, merci, Sonny. Vous avez brisé la glace pour cette première chronique. Avec plaisir. On se sent mal. On se sent mal, mais la glace est brisée. Désolé. Et là, on va terminer cet épisode, ce 13e épisode, avec Godefroy Laurando. Ça fait longtemps qu'on vous a pas entendu. Oui, écoutez. Vous êtes silencieux aujourd'hui. Mais écoutez le bruit du silence. Ici, il n'y en a pas. Non, ça, c'est le bruit de gens qui ont hâte de m'entendre parler de science. Oui. C'est ça qu'on entend. Oui. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont entrés parce qu'il y avait en fait des gens sur la terrasse, mais il pleut, il fait trop mauvais. Et cette pluie-là... Il était temps, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de pluie. Exactement, là, depuis mais plusieurs mois. cette pluie qui s'abat sur nous aujourd'hui, en ce jeudi, va peut-être nuire à mon excellent ami Elon Musk. Ah non. Ouais. Elon Musk, milliardaire devenu américain, né en Afrique du Sud, lui... en fait, c'est un homme qui a eu des projets absolument gigantesques toute sa vie. Si ce gars-là se partait une balado demain, sans doute qu'il lui donnerait son propre nom. Oui. Sans doute. Il y a des chances. Oui, franchement. Et pas juste ça, il réussirait à motiver des gens à venir travailler, mais pour la cause. Parce que le projet est tellement fantastique qu'il faut absolument en faire partie. Alors, je l'aime déjà. Il pourrait peut-être même aller jusqu'à dire quelque chose comme on dira pas le balado, on va dire la balado. Suivez-moi. Bon. Alors, vous me voyez venir, hein, Fred? Elon Musk, Fred Savard, même combat. Franchement. Elon Musk, il y a une de ses fusées qui attend de décoller en ce moment. C'est une fusée qui doit partir avec la plus grosse charge utile jamais envoyée dans l'espace par SpaceX. Oui. SpaceX, qui est une compagnie privée américaine que lui a fondée, développée. La majorité de l'équipement là-bas est fait aux États-Unis. Il a pris la relève comme Boeing quand la NASA a lâché les vols habités, quand les navettes ont été mises au rencard. Et c'est un projet complètement fou de dire on va fabriquer des fusées, on va être capable de faire comme Boeing alors que la compagnie n'existait même pas. Mais ce gars-là est spécialisé en projets qui n'ont pas d'allure. Oui. Et il développe toujours à qui mieux mieux. Pour moi, il a été à l'école alternative. Comme vous, Godefroy, vous êtes allé à l'école alternative. Exactement, même combat. Elon Musk et moi aussi. Et je vais vous donner un bon exemple. C'est lui qui a fondé Tesla, les voitures électriques. C'est lui qui a fondé SpaceX, la fusée qui va partir aujourd'hui. Et il travaille aussi sur des projets un peu loufoques, mais tous ces projets semblent loufoques au début et finissent par donner quelque chose. Il y en a un qui est entre autres le Hyperloop, qui pourrait permettre peut-être à des femmes de se faire avorter, de passer d'un état à l'autre très rapidement. Ouais. Et c'est une espèce de... On embarque dans une espèce de 2 litres de coke géant. Oui. Et ce 2 litres de coke géant voyage dans un tuyau. Est-ce qu'il y a une version diète? Pas important, ça. Sûrement pas, mais en fait, c'est donc un tube dans lequel on peut voyager et relier, par exemple, Los Angeles et San Francisco en moins de 30 minutes, donc plus vite que l'avion. Wow. Ça n'existe pas encore, mais ce gars-là est là et il y a plein de projets. La fusée qui doit partir aujourd'hui, elle contient 60 satellites, des satellites miniatures, donc de 200 kilos chacun. Ouais. C'est une nouvelle gamme de satellites. Et est-ce que vous avez la moindre idée de à quoi peuvent servir ces satellites-là? Sûrement des satellites pour colliger des informations dans l'atmosphère qui pourraient nous servir pour la météo, par exemple, pour les télécommunications. Bien, vous n'êtes pas loin, Fred, mais en fait, on est dans le renouveau de l'Internet, en fait, le futur de l'Internet. Son objectif à lui, c'est d'aller mettre suffisamment de satellites en orbite autour de la Terre à différents étages. Donc, des satellites qui vont être tout près de la Terre, c'est-à-dire à 300 km d'altitude, oui. D'autres qui vont être à 550 km, comme la station spatiale à peu près, oui. Et d'autres qui vont être à 1000 km d'altitude. Tout ça, ça reste assez bas, finalement, parce que les satellites géostationnaires qui s'occupent de télétransmission, de télécommunications, oui. Eux, sont à 36 000 km au-dessus de nos têtes. Bref, ce qu'il veut faire, c'est faire comme une compagnie comme OneWeb, une compagnie qui existe déjà et qui offre une couverture Internet via l'espace. Ah ouais. Mais évidemment, quand lui commence quelque chose, il pousse. Ce genre de connexion Internet fonctionnerait dans le parc de la Vérandrie, par exemple? Parce que là, présentement, au Québec, il n'y a rien qui fonctionne dans le parc de la Vérandrie. C'est exactement ça, Fred. On pourrait éventuellement avoir des connexions Internet dans des pays du tiers-monde, oui. Comme par exemple le Canada. Oui. Ah, ben... Il y a des réserves. Sur le plan de télécommunications, parfois, on est le tiers-monde. L'objectif de Elon Musk, c'est évidemment de faire beaucoup d'argent. Il prévoit faire à peu près 30 milliards de dollars par année quand tout ça va être installé. Pour vous donner une idée de l'ampleur de tout ça, la fusée qui va partir aujourd'hui va libérer 60 petits satellites dans l'espace. Mais son objectif, et il a les permis qu'il faut pour en libérer 12 000. Voilà. Et en ce moment, autour de la Terre, il y a à peu près 2 000 satellites au total. Donc, on parle évidemment d'un changement complet de situation autour de la Terre. Et ça peut nous sembler loufoque de se dire, hey, on va aller distribuer l'Internet partout sur la Terre, mais pour simplifier, on va aller dans l'espace le faire.
Ça peut sembler complètement loufoque, mais une fois que tu as réglé le problème d'aller dans l'espace, comme lui, il l'a fait, il construit des fusées, Fred. C'est pas dur pour lui. Mais non. Alors, avoir des espèces Il y a de... un Américain aussi qui avait construit une fusée là, pour prouver que la Terre n'était pas ronde. C'est un genre d'Elon Musk aussi. Peut-être, mais quand les gens veulent prouver que la Terre est pas ronde, je décroche parfois. Même si j'ai pas vu de mes yeux vus que la Terre est effectivement pas ronde. On l'a jamais vu. On n'est pas certain. Juste des photos. Je me reviens à mon idée. Donc, ce qu'il veut faire, lui, c'est envoyer 12 000 satellites à coût de 60. Et le but est d'offrir une connexion Internet partout sur la Terre. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'il va être capable d'aller alimenter des zones qui sont complètement vierges d'Internet en ce moment. Et, donc, il va accélérer la mondialisation. Ben, il va accélérer. Je vois Sony là, qui est en train de faire des convulsions. Donc, ça veut dire qu'un influenceur pourrait influencer encore plus. Terrible. Arc, comme vous dites, Fred, arc. En même temps, s'il y a des followers Instagram, moi, je suis pas mon contre. Dieu. Ah là, c'est là que vous me perdez. Mais tout ça pour vous dire que ces satellites-là vont être envoyés aujourd'hui et ils vont être libérés à 400 km d'altitude, 1 heure à peu près après le décollage. Ça part aujourd'hui à 10h30 ce soir, heure de Floride. Et c'est une fierté américaine qui s'envole. Et ce qui est fou, c'est que les 60 satellites vont voler par eux-mêmes après ça. Ils vont aller se positionner dans leur orbite à 550 km au-dessus de la Terre. Et là, eux, ils vont faire tous les tests possibles. Ils vont les pousser à la limite. C'est comme ça que Tesla fonctionne. C'est comme ça que SpaceX fonctionne. Ils s'attendent à ce qu'il y en ait peut-être 20 qui lâchent, qui ne fonctionnent pas, mais ils vont tirer des conclusions de ces expériences-là. Et Elon Musk se projette dans l'avenir comme ça, sans arrêt. Et évidemment, prend toujours les technologies les plus fantastiques. Il va utiliser, entre autres, dans ces satellites-là, une technologie extraordinaire de réacteurs électriques. Donc, plutôt que d'avoir des réacteurs qui fonctionnent à l'essence, savez-vous que l'essence spatiale s'appelle l'ergol? Non, je ne savais pas. On n'a pas le droit de dire du gaz. Ah. Il faut dire de l'ergol. Et donc, l'ergol, dans un satellite, ça peut occuper presque 60 de tout le satellite. Et si on est capable de rétrécir, de rapetisser la quantité d'essence qu'on y met, on est gagnant. Et je vous le donne en mille. Donc, ces petits satellites-là vont avoir des panneaux solaires qui vont alimenter leur réacteur électrique. Et c'est carrément un rond de poêle rougeoyant. Oui, et c'est la chaleur du rond de poêle qui va propulser le satellite dans l'espace. Le voyez-vous dans votre tête? Je le vois très bien. Oui. Eh bien, c'est faux. C'est faux. Je voulais juste voir si vous étiez toujours là. Mais gardez-le en tête. Ça aurait pu, un four induction. Oui, imaginez-vous un petit rond de poêle là, qui propulse le satellite. Je trouvais ça mignon. Non, c'est plutôt l'électromagnétisme. Et là, je sens que les gens du 5 à 7 sont vraiment avides de connaître ça. Oui. Mais c'est là que ça devient intéressant parce que vous ne le lirez pas dans le journal. Non. Vous allez lire qu'il y a des satellites qui vont être envoyés et que dans 4-5 ans, on va être bien content d'avoir... même qu'on ne lira même pas le journal. Ben, nous, on va le lire. Frère. Ben oui. Et eux autres aussi, ils vont le lire. Tout ça pour vous expliquer une chose, c'est que ces satellites-là vont fonctionner avec un plasma. Et donc, le gaz qui est embarqué dans le satellite, c'est du xénon ou du krypton. Déjà, c'est des noms extrêmement cool, donc c'est crédible. Oui. Et pour faire un parallèle, est-ce que vous savez ce que c'est un plasma? Oui, je vois des visages incrédules. On a passé dans notre sens. C'est pas le plasma sanguin, c'est autre chose. C'est en fait la 4e phase, Fred. Il y a la phase solide, la phase liquide et la phase gazeuse de tout ce qu'on connaît. Et si vous chauffez le matériel encore plus, il finit par se transformer en plasma. Il s'ionise. Je connais des gens vendredi soir qui ont ces 4 phases-là. Fred, atteignent le plasma. J'avais un parallèle avec un DJ. Un vrai bon DJ peut faire danser les molécules de plus en plus pour quitter la phase solide et se rendre à la phase plasma. Oui. Et donc, le 1er juin à la Taverna. Je pensais à vous en le faisant. Tout ça pour vous dire qu'on réussit à ioniser un gaz dans le satellite grâce à l'électricité fournie par les panneaux solaires. Oui. Et que finalement, ce que ce réacteur-là fait, c'est qu'il lance des ions à, je sais pas moi, 30 000 km/h. Mais un ion, ça pèse rien. Et donc, la force de poussée d'un réacteur dépend de ce que vous réussissez à garrocher vers l'arrière pour avancer. Et donc, c'est pas grand-chose. Mais un ion à la fois... un satellite comme ça, qui a beaucoup de temps pour accélérer, peut atteindre des vitesses de 10 de la vitesse de la lumière. Wow. Donc, c'est complètement fou. Mais les satellites d'Elon Musk ne pourront pas faire ça. Ils vont tranquillement accélérer, ils vont aller se mettre en position et ils vont rester dans l'espace 1 an, 2 ans, 3 ans. Ils sont faits pour éventuellement se dégrader et redescendre vers la Terre et brûler 95 de leur structure. Tout ça, pourquoi? Pour que notre bon ami Danny Lalancette, qui n'a pas d'Internet sur sa ferme, puisse éventuellement écouter notre podcast dans son tracteur. Ah. Et alors, on se demande, est-ce que ce gars-là est un visionnaire, Fred, ou est-ce que c'est un fou? Eh bien, je vous dirais,
Il faut regarder ce gars-là aller. Oui. Et dorénavant... Cela dit, Oui, il y a allez-y. quand même une question qu'on peut se poser, c'est-à-dire que on privatise quelque chose qui, normalement, provenait de la NASA, c'est-à-dire l'exploration spatiale. Je dis pas que c'est toujours pour de nobles causes, mais ça reste que un petit peu comme la philanthropie, c'est-à-dire que des gens qui ont extrêmement d'argent se substituent à un rôle de l'État avec leurs intérêts personnels en premier lieu. Des fois, ça peut donner quelque chose de bien, mais des fois, c'est seulement pour leur intérêt personnel. Mais dans son cas, lui, c'est évident. Ce gars-là a dit qu'il voulait mourir sur Mars. C'est son but. Et donc, le 30 milliards de dollars qu'il va récolter si tout va bien. Oui. Mais connaissant Elon Musk, ce ne sera pas 30 milliards. Ça va être un peu moins, genre 4 milliards. Oui. Mais il va utiliser cet argent-là pour financer ses voyages sur Mars. Et donc, est-ce un fou ou un visionnaire? C'est un peu la même chose qu'on se disait quand vous avez parlé de votre projet de balado, Fred. Alors, on va le regarder aller. Personnellement, je souhaite bonne chance à ce Fred Savard de la technologie. Ah, merci, Godefroy. Alors, c'est ce qui conclut de belle façon ce 13e épisode de Balado de Fred Savard. Il était temps parce que ça commence à être difficile de s'entendre ici. Les gens se plasmatisent. Merci à tous nos chroniqueurs et chroniqueuses cette semaine. Vous étiez vraiment très nombreux. On fait des tests, alors je suis toujours content que vous vous prêtiez au jeu et que vous vous lanciez. Merci à Guillaume Wagner. Merci à toi. Merci à vous. Ouais, merci vraiment. On va voir votre spectacle partout au Québec. Les dates sont sur votre site web, guillaumewagner.com. On écoute votre podcast également. Et vous allez enregistrer un épisode à Comédia, si j'ai bien compris. Comédia, juste pour rire aussi. Là. Les deux? Ouais. Donc, épisode devant public. Oui, exactement. Wow. Ouais, ça va être un test. Ça marche bien. Si vous voulez venir assister aux enregistrements, c'est à ma brasserie pour le mois de mai seulement. Là, je le dis parce qu'à partir du mois de juin, il va rester 3 épisodes. On en fait 2 à Montréal, 6 et 13 juin. Vous allez enregistrer à partir de la Taverna. On va faire un test pour un endroit un petit peu plus intime, je pense. Moins bruyant, et on va permettre aux gens qui ont des problèmes d'alcool de pouvoir prendre toute la place ici à ma brasserie. C'est sur la rue Bellechasse. De toute façon, vous réservez vos places sur eventbrite.ca. On va mettre tous les détails avec tous les liens sur la page Facebook, mais je vais vous en reparler. La semaine prochaine, nos invités seront l'historien Frédéric Bastien, qui a écrit un livre sur Il veut sauver le PQ, donc une suite de l'entrevue avec Jean-François Lisée, et le metteur en scène Christian Lapointe, qui a un projet vraiment particulier de théâtre politique. Alors voilà, c'est la semaine prochaine. Bonne semaine à tous. Merci tout le monde.